Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? I'm a man. Well, nobody's perfect. Je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça, alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Cinémascope. Dans cette 13e émission, on reviendra sur 5 films. Coco, Le Bonhomme de Neige, Le Brio et donc 2 documentaires qui sont à l'affiche cette semaine. Donc 12 jours de Raymond Depardon et Argent amer de Wang Bing. Il y aura aussi le quiz de Marie et Gaël. Notre équipe ce soir, William, Lisa, Stanislas, Marie, Simon et Gaël. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout le monde n'est pas autour de son micro, mais on passe tout de suite à la partie news. Channel 4 News with 5-time Emmy Award-winning anchor Ron Burgundy. Champ Kind Sports. Partie news qui n'évoquera pas la mort de Johnny Hallyday, une prétérition qui fera plaisir à Daniel Auteuil dans Le Brio. Cette semaine, donc plusieurs infos. Donc c'était selon Variety, je ne sais pas si vous avez suivi, donc J.J. Abrams qui avait produit tous les Star Trek depuis 2009. Donc Star Trek le premier du nom en 2009, puis en 2013 Into Darkness et en 2016 Sans Limite. Travaille donc sur la suite de la saga avec Quentin Tarantino. Donc ils sont réunis donc autour d'une writers room, comme on fait souvent à la télé, donc avec plusieurs scénaristes pour travailler sur le script. Alors Quentin Tarantino, c'est un grand fan de la série originale. Il devrait donc probablement la réaliser et J.J. Abrams donc serait derrière juste pour la produire, parce qu'on sait qu'il produit. Il produit aussi les Star Wars et il sera derrière le 9, donc le Star Wars 9. Donc l'info a été aussi confirmée par le Hollywood Reporter, mais on peut un peu douter parce que bon, Tarantino il est encore sur son film donc qui va sortir en août 2018 sur les années 60, là, un film choral je crois, et on sait que bon, il aime bien avoir une liberté de création dans ses films, notamment pour le scénario, et pour une production comme Star Trek il aurait pas ce final cut là. Bon, après il faudrait lui faire confiance jusqu'au bout. Donc je voulais avoir votre réaction sur cette relation, ce duo. Est-ce que c'est possible que Tarantino réalise et aille jusqu'au bout du projet qui a commencé, donc de réaliser Star Trek, le 4e produit par J.J. Abrams. Simon ? Ça fait déjà plusieurs semaines que Tarantino il tourne autour un petit peu du projet, il en parle en interview et tout. Et de toute façon, comme tu l'as dit, c'est un grand fan. Je me rappelle qu'en 2009, tu sais, il fait toujours son classement annuel des films, et en 2009, il avait placé le reboot de Star Trek en 2e position, tu vois. Donc il est fan et tout, et je le vois bien, je sais pas, je pense pas réaliser, tu vois, mais aider, oui, pour écrire. Et puis là, c'est quoi? C'est pour un 4e épisode, pour un nouvel 5e épisode? Ouais, c'est ça, pour faire la suite du coup. Ouais, parce que là, il y a déjà le 4e qui avait déjà été écrit, je crois, et ils ont déjà commencé à le tourner, je pense même. De 4e Star Trek? Ouais. Il me semble pas, non. Ah ouais? Non. Donc ça serait pour ce 4e là, ouais, c'est ouais. possible, hein, mais je pensais qu'ils avaient commencé à tourner. Mais moi ce qui m'étonne et ce qui me déçoit un peu avec cette idée là, c'est que j'aime bien en fait avoir la dualité un peu Star Wars, Star Trek, et le fait qu'il y ait le même mec derrière à la prod, qui est J.J. Abrams, chez Star Wars et Star Trek. C'est un peu décevant, c'est un peu le même problème avec DC Marvel. Il y a Joss Whedon dans les deux, du coup ça fait un truc un peu généralisé, et du coup il n'y a pas de patte. Il y a une mise en place qui se fait assez bruyante. Il n'y a pas de patte du coup chez les deux, et moi je suis assez déçu. Et du coup avec Tarantino, je pense qu'on pourrait retrouver ce côté-là un peu différent et la sauce Star Trek, mais il faudrait du coup qu'il aille jusqu'au bout. Ensuite, deuxième info, et là on reste dans les grosses productions, puisque c'est pour Stan, ça, c'est pour Stan. Non. Non mais c'était sur les live action Disney, parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas entendu parler des projets, puisque là on a appris il y a peu de temps que Mulan sera réalisé par une réalisatrice néo-zélandaise, donc Niki Caro.
Et donc l'interprète serait une star chinoise, donc Liu Yufei, donc qui est aussi une chanteuse. Elle avait joué aussi dans La Cité Interdite. C'est pas toi, Stan, qui avait bien aimé La Cité Interdite? C'est possible. Il me semble. Et donc voilà, ce serait scénarisé. Bon, après, ça sera scénarisé par ceux qui ont fait Jurassic World, ça donne un peu moins envie. Il y avait eu d'autres infos Disney qui sont tombées à côté. C'était donc Sam Mendes qui a laissé tomber le projet Pinocchio. Il y a aussi donc Peter Pan, donc qui sera réalisé par David Lowery, donc le réalisateur de A Ghost Story qui va sortir bientôt. Il y a aussi Brian Cogman, le scénariste de Game of Thrones, qui s'occupera de Merlin l'Enchanteur. Et aussi un projet de Prince Charmant. Donc il n'y a pas encore de réalisateur derrière, mais voilà, il y a vraiment un panel de films jusqu'à je sais pas combien d'années encore. C'est bien, t'as rattrapé ton retard là. Ouais. Une émission. Ouais, mais bon, franchement, il y en a du coup, il y en a aucun qui me donne envie parce que j'ai l'impression que c'est trop à la chaîne, quoi. Mais en fait, c'est pas. Enfin bref, je sais pas si. Contrairement aux films de super-héros qui sont pas du tout à la chaîne, du coup. Ouais, mais si, mais ça c'est attendu. Alors que là, par exemple, t'as les réalisateurs, enfin, Sam Mendes, tout ça. Il y a celui de Tim Burton aussi qui va sortir. Ouais, j'allais dire Dumbo. Oui, mais ça, bon, c'est. Ça, on a hâte. Non. Ouais, oui, J'ai enfin, bon. hâte. Non. Ça fait quelques années que Tim Burton, c'est c'est qui a hâte sur Terre et elle est autour de la table quand même. Ça va, on a de la chance. Hein. Mais en fait, t'as hâte sur tous les Tim Burton. C'est surtout Oui. ça. Mais même les derniers, c'est ça qui est. Bah, j'avais hâte, Alice. même si j'ai pas. Ouais. T'as dit Alice? Ouais, Alice, même. C'est vraiment pas mais- le dernier? Non, mais même les derniers, j'ai dit. Bah, il y a Frankenweenie, moi j'ai trouvé très 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 bien. Ce qui est bien, c'est qu'il Et même se Alice, répète pas d'ailleurs. du tout, quoi. Jamais. Bah, pas pour moi. Pour moi, C'est il a un peu juste comme un Woody style. Allen, tu vois. C'est vraiment des mecs qui se répètent juste pas du Tu tout. peux éviter de confondre leur un truc. pervers sexuel avec Tim Burton, s'il te plaît? Alors, je l'ai pas noté dans les infos, mais j'ai vu ça. Il y a une pétition qui a été signée par plusieurs cinéastes français, Jacques Audiard, tout ça, plein de grands cinéastes qui veulent soutenir le cinéma français. Et du coup, je voulais t'entendre là-dessus, Stan. Je sais pas si tu as suivi donc ce projet en fait de demander du coup à l'État, et même je crois que c'est le Sénat qui s'en occupe et qui a un peu laissé tomber il y a quelques temps ce projet, c'est de repenser les financements pour le cinéma français, et parce que apparemment donc il y a plus de télé qui finance assez ces projets-là pour les jeunes cinéastes en tout cas, et du coup augmenter la production, et puis même pour les films qui étaient pour les réalisatrices, par exemple je pensais à la réalisatrice de Divine, pardon, j'ai oublié son nom. Oulaya Benjamina, je crois, oui, il me semble, qui avait du coup eu du mal à avoir un financement pour son prochain film, tout ça, et je sais pas si tu avais entendu parler de ça va faire des années qu'on parle encore de réforme, mais avec Macron on est plutôt sur quelque chose à la baisse. Ouais, c'est ça, c'est que ça va pour oui, tu sais, le cinéma est politique. Voilà, c'est pas parce qu'un film n'est pas politique. C'est pas forcément une question de politique, là c'est une question de comment le cinéma français est financé. On est dans un cinéma qui est très subventionné au niveau de ce qui est cinéma entremets d'auteurs, et du coup le fait qu'en France il y a une forte baisse, ils se financent de moins en moins, et au niveau des chaînes de télé, si elles peuvent échapper à leurs obligations de financement, elles le font. Et ça va être renégocié, et les chaînes sont en force, donc ça va pas être au bénéfice des cinéastes. C'était un projet qu'avait fait, c'était une demande donc qui était pour Gérald Darmanin, donc qui devait s'en occuper. Il a laissé tomber le projet, donc apparemment ça va encore plus comment dire, se détériorer ce financement donc par les télés, donc je sais pas, enfin les télés, même d'autres producteurs, donc je sais pas ce que ça va en devenir. On va voir dans quelques semaines comment ça va finir. On fait notre première pause musicale avec Chavela Vargas, Tu me acostumbraste. Sans transition. Esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas,
sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de ansiedad mi corazón. Y yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Ahora me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Tout me acostumbraste, morceau à la grâce incomparable chanté par Chavela Vargas, icône de la musique mexicaine disparue en 2012, à qui les deux réalisatrices Catherine Gond et Darasheki rendaient hommage dans un documentaire éponyme sorti en salle le mois dernier. On pouvait y voir plusieurs figures de la musique hispanophone ou même du cinéma comme Pedro Almodovar entre autres, tous fans de Chavela. Pour en revenir au morceau que l'on vient d'écouter, Tout me acostumbraste, Chavela Vargas reprend ici un classique du parolier cubain Frank Dominguez. Il y est évoqué la disparition, le manque, voire le deuil, et termine par cette interrogation: pourquoi tu ne m'as pas appris comment vivre sans toi? Une thématique et une destination qui n'est pas sans nous rappeler Coco, le dernier Pixar sorti mercredi dernier. Viens Dante. Viens Dante, dépêche-toi. Faut pas qu'on m'entende. Je sais que je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Moi, je serai musicien. Les musiciens sont égoïstes et irresponsables. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Dia de los Muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille. Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Reviens mon chien! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Miguel? Maman Imelda, toujours aussi belle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais alors, c'est pas un rêve. Vous êtes tous vraiment là. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire? Si. C'est l'enfant vivant. Regarde ta main. Je deviens un squelette. Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider. C'est vous? Ouais, c'est moi. Beau gosse, hein? Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différent et je ne savais pas d'où ça venait. On ne peut pas renier sa véritable destinée. À toi maintenant de faire un choix. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme un squelette pour passer inaperçu. J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche. Vous marchez comme ça, hein? Pas du tout. T'arrêtes, hein? Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito. Estás bien, mijo.
Coco de Lee Unkrich et Adrian Molina. Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir musicien, aussi accompli que son idole Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays des morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel. Donc le dernier Pixar en date. Qui souhaite commencer ? Simon ? Bah pourquoi pas, hein ? Vas-y. Qu'est-ce que je peux dire sur Coco ? C'est pas le meilleur Pixar, c'est clair, hein. Il y en a eu des meilleurs. Mais déjà pour commencer, je trouve que ce studio-là, il a définitivement 10 ans d'avance sur tout le monde, j'ai l'impression. Visuellement, techniquement. Je sais que j'aime pas trop parler de technique et tout d'habitude, parce que je me rappelle qu'il y a plus d'un an, on avait commencé une émission sur Kubo et je l'avais défoncé à cause de la technique, parce qu'on on avait fait tout un plat là-dessus. Mais là, c'est vraiment... il y a un tel savoir-faire sur les détails, les personnages, les décors, toute l'ambiance qui est créée. C'est incroyable, ça provoque déjà des émotions en fait. Juste quand tu découvres par exemple la cité des morts, c'est vraiment magnifique. Après j'ai trouvé que voilà, c'était assez drôle. Bon, il y a des blagues qui vont faire sourire les plus jeunes, d'autres que les plus jeunes ne comprendront pas et qui font plutôt sourire les plus grands comme nous. On passe un bon moment, l'univers il est vraiment incroyable comme je le disais. T'as pas l'air convaincu quand t'en parles, c'est vrai? Ah bon? Triste. Ouais. Bah oui, mais parce que là je sais pas. Tu es dans ton match déjà? Non, je suis pas encore dans mon match. Non, mais il y a une cohérence, pas dans le scénario forcément, puisque ça on a eu des débats là-dessus un petit peu hier, mais je pense que Gaël il reviendra là-dessus. Mais surtout dans la création, dans les décors et tout, c'est vraiment magnifique. Sur la direction artistique, c'est incroyable, j'ai trouvé. Après, les musiques, elles sont pas très folichonnes. Non, ouais. Hein, je trouve que c'est un des... J'étais un peu déçu là-dessus. Le scénario, bon, il est visible à 1000 km. Le retournement de situation, hein, bon, j'en parle pas trop, mais ça se sentait venir. Et puis Michael Giacchino aussi, pareil, à la musique. Lui, c'est soit il fait quelque chose de merveilleux, soit il s'endort sur son piano. Là, c'était surtout endormi sur son piano. Mais sinon, là où je suis un peu déçu, c'est parce que j'aurais voulu encore voir un peu plus. Tu vois, l'univers qui te présente et tout, c'est vraiment incroyable. Les premières images et tout, moi ça m'a fait frissonner. Et d'habitude, c'est la musique qui me fait frissonner, pas forcément les images. Ou l'adéquation entre les images et la musique. Là, c'était pas la musique du coup, donc c'était que les images et juste ça, c'était assez incroyable. C'est un univers qui fourmille un peu, donc le pays des morts là, c'est un univers assez vaste avec beaucoup de personnages. C'est vrai que moi le film dans sa construction, le scénario de ça, l'idée de deuil aussi, parce que c'est au cœur du film, m'a fait penser à Lao un peu, là où Giacchino avait fait un meilleur travail d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, je sais pas. Je dis ouais, mais je sais pas en fait. Ah si, Là-haut c'est l'une des meilleures bandes. Enfin, pour moi, c'est l'une des meilleures bandes originales de. Moi, je l'ai vu une fois, je me rappelle plus, j'étais plus jeune. Oh là là. Et dans les thèmes aussi, c'est fait très, très Pixar, hein, même si, par exemple, sur la séparation, tout ça, dans Toy Story 3, il y avait, que je trouvais beaucoup plus intense, Toy Story 3, dans ce côté-là. Ça c'est clair. Hein. Là, il y a ils ont une facilité aussi à nous projeter dans les personnages assez rapidement, et on est vraiment touché par ces personnages-là, même si, bon, moi j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques petites... ficelles. Ouais, non, pas quelques petites ficelles, mais quelques petits défauts dans la construction des personnages. Rien, c'est tout bête, moi, après, je suis le seul apparemment à avoir senti ça, mais je trouve que le doubleur de Miguel, Andrea Santamaria, je trouve qu'il double assez mal. Enfin, j'y crois. Je suis pas d'accord. Mais je sais pas si c'est lui qui joue mal ou si c'est plutôt. S'il a été mal enregistré. Non, c'est pas ça. Est-ce que les dialogues sont crédibles pour lui? Parce que des fois, quand il parle, je trouve que ça sonne faux en fait. Quand il parle à son arrière-grand-mère, je trouve que des fois ça sonne faux. Et donc ça, peut-être des petits aspects qui m'ont déçu, mais sinon je trouve que c'est une réussite aussi. Gaël, sur Coco. Moi j'ai trouvé très 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 bien.
au final, les petits problèmes scénaristiques se sont avérés arrangés, donc je vais pas en parler. C'est coolos, parce que j'ai quand même marqué sur ma fiche, c'est coolos, donc faut le dire. Déjà, je trouve que le titre est super bien, parce que je trouve que c'est très bien choisi, c'est à la fois au cœur du film, mais un peu en décalage, etc. Et j'ai adoré le fait que ce soit les thèmes de Pixar sur la vieillesse, etc. Ça me touche énormément, que ce soit sur la vieillesse, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et je trouve ça très beau. En plus, j'avais un peu peur, du coup, que comme ça se passe au Mexique, etc., qui peut-être fasse un petit peu de racisme ou quoi. Ou j'avais un peu peur aussi, parce que avec tout ce qu'on avait entendu récemment sur Eden Aster, etc., même que ce soit sexiste ou j'en sais rien. Enfin, en gros, j'avais un peu peur de certaines choses, mais au final, je trouve D'une redite de la légende de Manolo aussi. J'avais aussi peur de ça. Merci de préciser ce qu'il y avait écrit sur ma fiche. Je sais pas ce qu'il y a sur ta fiche. Je savais même pas que t'en avais fait une. J'avais peur de ces 3 choses en gros, mais effectivement, je trouve que ça va. En général, Pixar, ils évitent assez ces écueils-là. Disney l'évite pas trop. Avant, il y avait quand même moins de représentation féminine. Là, je trouve qu'elles étaient bien mises en place. Au début, on croit que finalement, ça peut être un peu négatif, etc. Et au final, on voit qu'il y a plein de trucs positifs autour de ces femmes. Et en plus, on voit qu'il y a une différence homme-femme, mais qui est finalement, ou pas si différente, ou en tout cas, pour moi, pas sexiste. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Les décors aussi, j'ai trouvé ça vraiment splendide. Surtout le monde des morts, c'était vraiment très beau. En plus, ça m'a fait penser à Vice Versa. Et donc forcément, c'était bien. Avec les différents compartiments comme ça, très colorés. En plus, je trouve que c'était assez universel au final, comme je pense, comme sentiment qu'on pouvait avoir face au film. Et moi, j'ai trouvé les chansons cool, bien sûr, même si, effectivement, j'ai comparé ça à la légende de Manolo, où là, je trouvais ça un peu plus cool, quand même. Les chansons restent un peu plus dans la tête, mais bon, j'ai trouvé ça quand même très bien. Et même si le scénario est traditionnel, et effectivement, on l'a déjà vu, ça m'a pas dérangé, parce qu'au final, je me suis laissé vraiment avoir par le twist, alors jusqu'au bout, quoi. Donc, j'étais dedans, et ça m'a touchée. Ouais, moi aussi, je me suis fait avoir par le twist, comme tu disais ça. Loser. Mais c'est vrai, pour la chanson, l'ironie du sort, c'est que est-ce qu'on l'oubliera pas un peu parce qu'elle s'appelle Ne m'oublie pas, c'est marrant. On n'avait pas envie de rire là. Non, mais c'était pas forcément drôle. Marie, elle est énervée là. Marie. Je pense que tu dois lui tendre le micro là, elle est énervée, vas-y. Énerve-toi. Non, mais je suis pas énervée par rapport au film. Je suis assez de l'avis de Simon et Gaël. Le visuel est vraiment magnifique. L'animation, la 3D, elle est absolument maîtrisée. Simon est content. Les couleurs sont très 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 belles. Et le sujet est très inspirant aussi. Parler du jour des morts, de la tradition mexicaine, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément bien et qui au final est joliment représenté. Puis parler de tous les thèmes du souvenir de la famille, des ancêtres, des traditions et de l'héritage qu'on en a. C'est quelque chose d'assez intéressant. La fin est très très belle sans la préciser. Mais aussi d'aborder la question du rêve, de la volonté de réaliser ce qu'on veut et du non-jugement qu'on peut poser là-dessus, c'est aussi assez important. Je suis d'accord avec Gaëlle au niveau du titre. Je trouve ça très intelligent d'avoir choisi ce titre-là plutôt qu'un autre, sans vouloir tout spoiler. Après, c'est vrai que la fin se devine, le twist se devine aussi. Enfin, moi, je l'avais deviné en tout cas. Mais ça n'enlève rien, finalement, à la beauté de l'histoire et à la beauté de la fin, je trouve. Moi, du coup, je suis pas fan de cinéma d'animation, du coup. J'ai un peu arrêté quand j'ai grandi, j'ai arrêté de regarder des films d'animation. En fait, j'ai laissé ça un peu... Enfin, je suis un peu C'est quoi le dernier Pixar que t'as vu ? Je saurais même pas dire, tu vois. Ah ouais. Genre, Nemo, tu l'as vu ? Ouais. Et vice versa ? Non, genre vraiment, ça doit faire 10 ans que j'ai arrêté d'en regarder. Là-haut, même pas ? Non, même pas. Okay. Genre vraiment, je suis un peu Nemo, le genre de mec pas cool qui Shrek, arrête de regarder. tu l'as vu ? Si, je dis voir Shrek. Mais c'est pas Pixar. Oh, le nul. Non, mais ça doit être Nemo, ouais. Bref, je sais pas. Les films d'animation. Enfin, ça m'a... Voilà, j'ai arrêté de regarder les films d'animation. Parce que du coup, moi, tout ce qui est thématique un petit peu enfantin, le truc du happy end et tout le monde est tout beau, tout gentil, ça me saoule assez vite en fait. Et ça me sort totalement du film en fait. Même si je comprends tout à fait que pour le public qui est visé, donc les enfants de 6 à... Enfin, les enfants. En mais fait, là, tu vois, je t'avais fait la réflexion, Marie, quand on est rentré dans la salle, c'est qu'il y avait. Il y a très peu d'enfants finalement. Il y avait très peu d'enfants dans la salle. Bon, après, c'est une séance à 20h, donc peut-être ça explique, mais. Il y avait mais ça touche autant Oui, non, je dis pas que c'est. Comme l'a dit Simon, il y a bien sûr des blagues qui sont faites pour les enfants. Je dis pas que
moi la plupart de mes amis sont fans d'animation et vont en voir beaucoup et vont voir tout ce qui sort. Juste moi personnellement ça me... Mais regarde vice versa et après tu changeras d'avis. D'accord, mais je le regarderai. Et du coup, mais sinon, oui, voilà, pour le coup, ça m'a un petit peu. J'ai trouvé le film vachement bien. Ça m'a un peu reconnecté avec les films d'animation. J'ai trouvé donc les thématiques. Avec les enfants. Mais j'adore les enfants, hein, mais j'aime pas les films d'animation, mais j'adore les enfants. Sans pas de. Woody Allen aussi. Hein, Woody Allen et tout. Du coup, la news du jour, c'est finalement William pour les accusations sexuelles. Mais oui, donc pour répéter un peu ce que vous avez dit, au niveau des thématiques qui sont abordées, c'est vachement bien la mort. Donc la mort, après il y a quoi ? Il y a la thématique aussi de ne jamais abandonner ses rêves, même si les gens font tout faire pour te tirer vers le bas, notamment avec Miguel et la chanson. Au final, on lui dit ne fais pas ça, et lui il continue à poursuivre ses rêves. Je trouve que c'était vachement bien comme thématique et comme... C'est un thème, bon après t'avais pas vu là-haut du coup, mais c'est un thème qui revient assez souvent, le personnage idéalisé par le héros, donc dans là-haut c'est cet aviateur qui est parti loin, je crois au Pérou, donc habiter là-bas, tout ça. Et il y a aussi ce tour, il détourne un peu ce côté iconique du personnage et pour montrer un peu que finalement il faut avoir plus confiance en soi qu'en une icône. Et après, je sais pas si vous avez cette impression-là, mais j'ai pas trop de scènes qui vont me rester de Coco. Enfin, je vois pas quelle scène va me rester de Coco en fait. Oh non, moi je une scène forte ou je sais pas. Oh non, je trouve la scène... Bon, c'est un petit peu happy end, mais la scène de fin quand... Ah merde, comment ne pas spoiler quand ils marchent... Quand ils sont beaucoup à marcher sur un chemin de retour. Un peu orangé sur le sol. Je trouve que c'est une scène sympa, tu vois. Ouais, mais enfin, je sais pas, c'est plus la fin du coup, mais une scène vraiment qui te... Non, mais c'est une fin qui marque. La scène de la guitare, quand il voit la guitare dans le truc qui se voit, ou même quand il est dans le monde des morts, je trouve ça stylé, quoi. Les fêtes et tout qu'il a, et puis la scène avec Ernesto de la Cruz, du coup. Non, je trouve ça sympa. Enfin, moi, j'ai encore bien en tête, tu vois, mais... Je sens que ça va me rester, du coup. Ou plus la découverte de l'univers, justement, comme tu le disais, Simon, qui est frappant, je trouve, d'entrer dans ce monde. Du coup, je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai trouvé que c'était une très belle lettre ouverte à Trump, à tous les gens qui suivent sa façon de penser. J'ai aimé les thématiques. Alors, du coup, j'ai l'impression que je suis toute seule à l'avoir éprouvé. J'ai pas ressenti que c'était un film spécialement destiné qu'aux enfants. Par rapport aux thématiques abordées, c'est qu'on parle de la mort de la quête et de ses rêves, de se faire confiance, comme tu le disais. Après, on n'a jamais dit ça, on n'a jamais dit que c'était que pour les enfants. Non, c'est ça qui laissait entendre. C'est quelque chose de très... C'est juste moi, personnellement, j'ai eu un certain blocage avec les films. On parle quand même de la mort depuis tout à l'heure. Hein. En plus, le film est construit avec... que maintenant, alors. On a des personnages de plusieurs tranches d'âge différents auxquels on peut s'identifier et se retrouver dans le film. C'est des questions existentielles très fortes qui sortent de Coco. Le pardon aussi, je trouve. Avec les personnages de fin, le couple de fin, qui... La femme n'accepte pas le pardon. Qui marche sur un chemin de retour. Je n'ai pas dit ce qu'il a dit. Mais j'aurais bien aimé avoir justement le retour d'enfants sur ce film. Pour voir comment ils l'ont vécu, parce qu'il y a des choses aussi qui m'ont échappé. Moi, pour le coup, pour l'avoir vu avec pas mal d'enfants qui étaient juste derrière moi, du coup, il y a eu pas mal de rires. Ça va te suivre. Ça va me poursuivre, ça, dans quelques années. Non, il y a eu pas mal de rires. Il y a eu beaucoup ils étaient très tristes à la fin, avec des pleurs et tout, donc tu vois, ça c'est plutôt... Ça a bien marché, tu vois. Il n'y a pas que les enfants, t'as pleuré toi aussi, ouais. Bah, tout le monde a fait. Tu crois que j'ai pleuré, moi, ça me laisse un peu de... Non. Mais moi, j'avais la gorge. Ouais, ça me laisse un peu de marbre. Pas mal d'émotions dans le film. Mais j'étais plus dans Toy Story 3, j'étais mort. Hein. J'étais en larmes. Mais c'est normal, mais parce que t'avais aussi c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeunes de notre âge, parce qu'ils ont grandi avec Toy Story 1, Toy Story 2, et du coup, ils retournent voir ces films-là parce qu'ils ont grandi avec. Et c'est pour ça que le 3 de Toy Story était très très marquant et très très touchant, parce que je veux dire, t'étais comme Andy, quoi. Ouais, voilà, t'avais grandi avec tes jouets. Mais bon. Ouais, c'est vrai que. Mais après, c'est louable dans les Pixar, c'est qu'en général, ils créent toujours un nouvel univers assez complet. Dans vice versa, moi, j'ai pas été pris autant que Gaël, mais c'est vrai que c'est louable d'avoir créé un univers, et là aussi, à nouveau, ils recréent cet univers. Du coup, je sais pas s'ils vont le
continuer là. Je sais pas, parce qu'il y a eu un énorme succès, mais bon. Coco 2, tu veux dire? Ouais, c'est possible, mais. Non, je vois. Coco, le retour d'entre les morts. Du coup, Tim Burton. Il revient se venger. Moi, du coup, il y a juste aussi un truc qui m'a dérangé, mais après, du coup, c'est un peu c'est logique que ce soit comme ça. C'est ce mélange des deux langues, en fait, du français et de l'espagnol. Après, forcément, vu que ça touche à un public, il y a beaucoup d'enfants qui vont y aller, même si ce n'est pas qu'un film pour les enfants, je le répète. Donc, il y a la majorité des gens qui vont y aller, c'est des enfants avec leurs parents. Donc, c'est sûr que si tu avais fait un film en espagnol sous-titré, peut-être par exemple, ça aurait moins se toucher, mais je trouve que pour les chansons, ça passe. Hein. Ça passe, mais ça me. Mais je suis d'accord pour les chansons. Moi, je trouve que celle de la fin qui est en espagnol, du coup, était mieux que les autres. Celle qui était qu'en espagnol, chantée par la mélange femme. entre, en fait, dans la phrase, tu vas avoir deux mots en espagnol et le reste de la phrase en français, ça bloque. Ouais, moi, en plus, mon personnellement. Pour faire les rimes. Ouais, mais moi, personnellement, je suis espagnol, donc j'aurais voulu voir en VO. Non, même pas par rapport à ça, mais je trouve que ça perd vraiment un peu de magie, un peu de pouvoir, quoi. Mais après, c'est logique, ça aurait été un peu compliqué pour les enfants de le voir forcément. C'est Gaël Garcia Bernal qui fait une des voix principales. Ouais, qui fait Hector dans le en VO. Dans le film Coco. Donc, et nous on a Harry Habitant. Ouais. C'est un peu l'équivalent, tu vois. Alors, Harry Habitant, il fait la voix de qui? C'est pas lui qui chante, c'est pour ça. C'est pas lui qui chante, mais c'est bizarre, dans le générique, ils mettent qu'il chante sur certains morceaux, donc j'ai pas. Il a peut-être chanté certains morceaux, mais c'est Damien Ferrette, un acteur qui est spécialisé dans le doublage d'habitude, qui fait les chansons. Donc on recommande Coco, du coup on va passer à 12 jours puisque Stanislas doit partir un peu plus tôt. On écoute tout de suite la bande-annonce. Donc moi je suis la juge des libertés et de la détention et je suis chargée aujourd'hui de vérifier la procédure vous concernant. La procédure s'est passée au tribunal, je suis jamais passé au tribunal, je suis raconté. Non, vous ne passez pas au tribunal, non, mais vous faites l'objet d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte. Ici? Ça s'appelle comme ça. Autour de moi, il y avait 12 personnes, 12. Il faut de nombreuses personnes pour imposer la contention à quelqu'un. 12 personnes autour de moi pour m'attacher. En 2 minutes, j'avais plus de montre, plus rien. Ça, c'était très violent. Mais le docteur ne peut pas faire tout. Il y a moi aussi. Certes. Il y a moi, il y a mon ordre aussi. C'est moi qui dois obéir. Je suis pas sûre que la loi me demande de décider si vous pouvez vous suicider ou pas, parce que c'est pas mon rôle. Hein. Donc je vous dirais bien que dans mon parti politique, moi, je vais supprimer les psychiatres. Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain. Jours de Raymond Despardons sur une sublime musique d'Alexandre Desplat. 10 patients de l'hôpital psychiatrique du Vinassier sont les héros de 12 jours. Tous ont été hospitalisés sans leur consentement, à la demande de leurs proches ou de leur employeur, pour éviter toute mise en danger d'autrui et souvent d'eux-mêmes. Le cinéaste photographe les saisit dans l'établissement lyonnais face à au juge de liberté et de la détention qui doit donner son accord pour toute hospitalisation sous contrainte au-delà de 12 jours. Stanislas, que penses-tu de 12 jours de Raymond Despardons? Je pense déjà qu'ils font saluer le fait qu'il y a une autorisation de tourner dans un hôpital psychiatrique, ce qui n'est pas le cas normalement en France. Et que... T'as écouté Raymond Despardons parler de ce choix d'ailleurs, qui était un peu une contrainte parce que au début il voulait faire un plan dans la cour avec, en suivant chaque patient et même en faisant la rencontre de patients qu'il connaissait pas, enfin qu'il n'avait pas choisi de suivre. Mais le problème c'est qu'il y avait des droits à l'image qui n'étaient pas possibles en fait. Du coup il a été obligé de rester... Il a été restreint dans un cadre, on va pas dire qu'il s'est enfermé dedans, mais dans la mesure au niveau des droits, il y avait certaines personnes avec l'autorisation que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas la notion de consentement pour des gens qui sont dans cet état-là, elle est que par tutelle de la famille, donc c'est plus compliqué, il doit rester sur quelques-uns.
Après, j'avais trouvé que c'était pas à la hauteur de Ticket de folie de Wiseman, qui est le grand film qu'il a fait en 66, qui a été interdit pendant 26 ans aux États-Unis après, qui montrait justement ce qui se passait dans l'institution. Là, c'est pas l'institution psychiatrique c'est juste la partie entre mes judiciaires de procédure, même si c'est déjà un pas en amont, que c'est un film qui reste assez accessible, où il arrive à alterner les moments sans faire forcément trop de sentimentalisme, même si j'ai trouvé que ça a traîné un peu en longueur, que le film a le mérite d'exister, que c'est un pas en avant et que il est meilleur que son avant-dernier film qui était beaucoup plus vers l'académie. Du coup, par rapport à Ticket de folie, il y a des scènes très dures dans le... Ticket de folie, ça montre... oui, c'est vraiment très dur. Si ça a été censuré, c'est pas pour rien. Et là, y a pas parfois, ça montrait la vérité de l'institution psychiatrique. Là, en institution psychiatrique, on n'a rien, quoi. Enfin, on est vraiment à l'intérieur, on n'est pas dans l'hôpital, on est entremets dans la partie du juge, donc ça reste... on va dire une porte entrouverte, quoi. Il n'a pas été au fond des choses, quoi. Mais il aurait peut-être pu trouver. Après, je sais pas les contraintes exactes qu'il a eu. Enfin, il y a des contraintes de droit qui sont assez fortes. Et moi, j'ai trouvé que je m'attendais à mieux. Donc, c'est vrai que j'ai été un peu déçu. J'ai trouvé que parfois, il n'allait pas chercher assez loin. Après, il a fait avec la matière qu'il avait aussi. Lisa, tu as vu 12 jours ? Oui. Qu'en as-tu pensé ? Je suis très contente que la justice met un petit pied dans les instituts. Donc je l'attendais pas plus, pas moins, puisque c'était juste avoir cette fenêtre-là sur une situation qui... la loi est tombée en 2013, voilà, donc c'est très récent. Et il y a un petit truc qui m'a dérangé, c'est qu'en fait ils sont là pour voir s'ils vont devoir continuer à être internés sans leur consentement. Et la réponse du juge sur les 12 personnages, toujours la même, en fait, rester. Donc est-ce que c'est par manque de chance ou qu'est-ce que ça nous dit sur le pouvoir de la justice ? Et j'ai trouvé qu'il y avait un personnage qui était très pertinent en disant oui mais attendez, parce qu'il se perd et il revient en disant mais attendez, je suis où là ? Parce que vous dites procédure, en fait non, vous n'êtes pas avec un docteur, non, vous n'êtes pas dans un tribunal. Donc c'est cette scission aussi que même les patients les plus envolés perçoivent. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire et je trouve que c'est, comme tu le dis si bien, ça a au moins le mérite d'être fait. 12 jours, c'est une mosaïque assez vaste, c'est-à-dire on a des profils différents, c'est-à-dire on a des jeunes femmes, des hommes un peu plus vieux, enfin même beaucoup plus vieux, il y en a une soixantaine d'années, et en fait ils sont tous un peu différents dans leur façon d'être... de vivre leur internement forcé. Voilà, c'est ça. Et il y a même, des neurotiques, des psychotiques. Ils sont tous touchés de façon assez différente. Et du coup, Raymond Depardon, il nous montre un peu, c'est un peu un jeu de poker d'empathie, j'ai l'impression. C'est-à-dire, on a énormément d'empathie pour ces personnes, mais après, on se dit, mais pour lequel ? Oui, voilà, non mais... Il y a ce personnage qui, à mon avis, t'a marqué, comme moi, c'est le patient qui a une cinquantaine d'années, qui arrive, et c'est celui qui parle peut-être le mieux, qui a un discours qui est assez logique, et même s'il parle de faire de la politique et tout ça, et c'est assez peu crédible, il parle de son père à un moment, et après tu te rends compte, quand il est parti, son histoire, oui. tu comprends son histoire, et tu te dis, mais si on l'écoute, en fait, il dit pas forcément ce qu'il est. Et en écoutant un patient, tu n'écoutes pas forcément son histoire, parce que derrière il y a quelque chose d'autre. Et le film réalise ce tour de force assez bien. Après, il y de des scènes, le début assez lent. Le travelling dans les couloirs. Travelling assez lent. Parce qu'il attend justement la poétique de la contingence, merci Michel Deville, où en fait il fait ses travelling et puis il y a un patient qu'on voit rentrer dans le cadre, mais ça c'était pas écrit, préparé. Donc voilà, et puis après il s'arrête sur une poignée de porte et on trouve son sens ou non. Il y a 3 caméras différentes, donc une pour le juge, une pour le patient, en général dans le cadre entre l'avocat aussi, une 3e pour le plan d'ensemble. Donc c'était minimaliste, mais bien indiqué, j'ai trouvé. S'il y avait trop de mouvement de caméra, ça m'aurait peut-être dérangé. Mais du coup, c'est un peu aussi c'est un peu la folie sous-jacente, c'est-à-dire on a des plans sur des comment dire,
Stan, tu vas m'aider. Des gens qui sont internés. Non, des salles vides où on a des... comment t'appelles ça pour tenir les... les caméras, les papiers. Pour tenir les bras. Les camisoles. Les camisoles, pardon, excuse-moi. Les camisoles de force, il y en a plusieurs. Ah, je t'ai pas entendu. Non, il y a des gardiens. Il y a un infirmier aussi qui est très baraqué en blouse blanche pour certains patients. Donc c'est pour ça qu'il y a bien. Enfin, après, quand on s'y connaît un petit peu, on voit bien qu'il y a des patients qui sont névrotiques, comme nous tous, mais eux, ça a devenu un peu incontrôlable. Et puis les psychotiques, qui n'ont même pas conscience. Stan, pour. Le dispositif est assez classique, même si c'est assez efficace, et que c'est vrai que Depardon du coup retrouve un peu un pied dans quelque chose de nouveau. Il s'était un peu reposé sur ses lauriers, donc après ça va pas assez loin, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Moi, c'est un film que je vais pas dire qu'il m'a enthousiasmé, mais c'est un film que j'ai aimé voir pour la démarche qu'il représente, et j'espère que la France pourra aller plus loin comme Wiseman l'a fait aux États-Unis. Ça c'est beau. Raymond Depardon a réussi cet exploit. Non, mais c'est vrai que c'est bien qu'on. Enfin, moi je l'ai pas vu par manque de temps, mais je vais aller le voir parce que c'est une thématique que la majorité des gens ont une image des fous entre guillemets et des gens en hôpital psychiatrique très fausses en fait. Il n'y a pas que des fous en fait. Il n'y a aucun être censé sur Terre quand tu as compris déjà, ça. C'est un peu ça déjà. Et puis, moi personnellement, mon père travaille dans un hôpital psychiatrique, du coup j'y suis allé depuis très 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 longtemps, depuis que je suis tout jeune du coup, donc j'ai l'image qu'ont la majorité des gens, je trouve qu'elle est relativement fausse, et je trouve que c'est important qu'il y ait des réalisateurs aussi connus que Raymond Depardon qui prennent ce sujet, qui montrent à un plus grand nombre la vraie vérité du... C'est son 4e film, je crois, sur les hôpitaux psychiatriques, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, là, ça fait plus un peu une compilation, parce qu'il y a 10 compilations de Pardon, mais j'ai vraiment pas vu comme ça. Moi, j'ai senti... en fait, c'est 10 patients qui viennent comme ça. Considérés comme vraiment cette nouvelle loi, voilà comment elle s'applique. Et après, ça nous permet aussi de voir tout ce qu'il y a encore à faire, parce que c'est pas miraculeux, c'est l'administration. Il y a aussi le côté, ce que je disais, par rapport au fait ils viennent, ils sont internés sans leur consentement, très bien, d'accord, mais on leur dit tout le temps la même chose en fait, vous restez, vous êtes interné, il va falloir encore des soins. Vous voyez les patients, ils sont encore abrutis à cause des traitements, parce en fait c'est le problème, c'est un autre débat mais qui rentre dedans, c'est qu'on les soigne pas vraiment, en fait on les maintient dans leur parce qu'on n'a pas encore les armes pour les aider, parce qu'on n'a même pas nos propres armes pour nous-mêmes. Mais ça, ce qui m'a dérangé en fait, il y a eu une juge, je sais pas si c'est celle que on a la même en tête, qui m'a un peu rassurée, dans le sens qu'il y avait son travail de juge et un travail d'écoute, de prendre un peu la plus jeune, c'est ça? Non, pas du tout. Celle qui est toute en forme, en rondeur, très maman. Celle-là m'a un peu rassurée, mais les deux autres, non, pas du tout. L'autre se forçait à pas rire ou pas à dire, enfin, je suis dans un hôpital de fous. Et la troisième était un peu trop dans... l'homme était un peu trop dans bon, ça va, je l'écoute parce que la caméra, j'avais cette sensation désagréable. C'est vrai qu'il y a plein de thématiques à aborder qu'on n'aborde pas assez, parce qu'il y a aussi beaucoup de patients qui après s'être entre guillemets soignés, je dis bien entre guillemets, peuvent sortir et vivre dans un appartement ou chez eux, et qui quand même reçoivent des soins avec des médecins qui viennent les voir tous les jours, et puis après donc t'as le problème du grand public, t'as des faits divers qui arrivent aussi, par exemple. Moi, chez moi, du coup, moi je viens de Pau, il y a eu un fait divers en 2004 où il y avait eu un meurtre avec un ancien patient qui est interné, qui avait pu sortir et qui avait du coup massacré deux anciennes infirmières dans son ancien hôpital psychiatrique. Et du coup, à cause de ce fait divers-là, il y a eu beaucoup plus de sécurité à l'entrée des hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en fait. Et je trouve que les hôpitaux psychiatriques et les fous entre guillemets, c'est pas un sujet dont on parle trop en France. Les fous, ce sont des gens en grande souffrance. Oui, je dis bien fous entre guillemets. C'est ce que les gens... On va clore donc sur 12 jours et on va passer donc au deuxième documentaire, Argent amer, que tu es le seul à avoir vu, de Wang Bing. Donc je voudrais parler de la représentation bien gardée à l'écran, que ce soit pour 2 jours comme Argent amer, que les protagonistes savent qu'ils sont filmés, donc ils ne se comportent pas forcément comme ils seraient sans une caméra, enfin forcément aussi, j'ai envie de dire. Donc Argent amer, comme pour ceux qui connaissent Wang Bing, c'est un film qui est long,
qui dure 2h36. Alors pas si long pour Wang Bing quand on sait que certains font plus de 6 heures. Moi j'avais bien aimé À l'Ouest des rails avec les hauts fourneaux, pour ceux qui ont encore ces images. C'est vrai. Des grandes forges dans un endroit un peu désert, dans une sorte d'usine, avec après des longs plans sur les rails. Et là, on retrouve un peu de ce côté-là, même si on n'est plus... on est dans des petits ateliers qu'on a placés entre les grandes usines, et on suit... on trouve des migrants de provinces chinoises qui ont été à la ville. C'est l'exode rural pour trouver du boulot et qui s'y retrouvent pas vraiment. Et on voit leur petite... peut-être un peu trop le côté pécunier de leur préoccupation quotidienne, parce qu'ils sont obsédés par l'argent, par un peu comment ils vont vivre après. Quoi. Il y a un moment, il y a une grève. C'est même pas une vraie grève. C'est qu'à un moment, on leur propose, ils font ils peuvent faire des costumes, des doudounes, mais à un moment, ils parlent et ils disent le prix de la doudoune, elle voulait pas nous en donner 10, mais nous déjà à 9... c'est déjà plus rentable, donc ils arrêtent tout simplement. Donc on a une aberration économique avec des patrons qui sont toujours en recherche d'argent et du coup ça s'étale sur combien de temps, Argent en mer, du coup? 2h36. Non mais je sais le film, mais oui. Le tournage et au niveau du tournage, je sais pas. Suivi des personnages. Il fait toujours sur le long terme, parce que d'abord il s'immerge et ensuite il filme. Donc je t'avoue que là je sais pas la durée exacte. Mais c'est un film, moi je l'ai pas trouvé long. Après bien sûr que ça a eu pour les montagnes qui est plus court et plus abordable de lui, mais je trouve que c'est un film de Wang Bing aussi. Il y a le côté de la modernité qui rentre enfin dans ces films. Je dis la modernité, et je dis pas qu'il y avait pas déjà une certaine forme de modernité dans ça. Je parle pas au niveau cinéma, je parle plutôt au niveau téléphone portable, au niveau musique, au niveau de comment les gens se comportent. Finalement c'est des gens qui vivent comme nous, mais en Chine, et qui essayent de survivre au jour le jour, et on arrive à être parfois dans leur intimité. Il y a quelque chose qui se crée, ça dure longtemps, mais on s'ennuie pas, on s'endort pas. Je parle pour moi, après je dis pas que toi peut-être Raphaël tu... Mais le propos politique du coup de Wang Bing cette fois-ci, c'est aussi... C'est de montrer un capitalisme qui arrive à bout, une population chinoise qui est désœuvrée. Il filme aussi toujours un peu les démunis. On n'a pas les patrons, on a les déshérités de ce système. Et il n'y a pas de discours. Enfin, il y a un discours de Wang Bing. Le problème d'échelle, c'est ça? Entre problème d'échelle sur des jeunes qui sont un peu désorientés à travers... je sais pas, parce qu'ils viennent du coup dans une ville où il y a beaucoup plus d'habitants, j'imagine. Eux, ils viennent d'un village, là... il y a beaucoup plus d'habitants. Après, on les voit pas tellement plus, les habitants, parce qu'ils sont en intérieur et ils sortent pas, en fait. Ils sont emprisonnés dans leur microcosme économique, où ils ont leurs machines dans leurs appartements, et ça tourne en rond, ils veulent pas aller voir d'autres gens, ils se méfient... C'est un peu c'est aussi ça qui est un peu bizarre, parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe, comment est-ce qu'ils les a approchés. C'est vrai que s'il y avait des bonus du tournage pour savoir plus comment ça s'était passé, ça serait intéressant. 6 heures de film. Une version de 6 heures. Non, mais juste pour expliquer certains trucs, même une interview là-dessus peut suffire. Je pense qu'il a dû en faire, mais j'ai pas dû encore trouver. Mais moi, c'est un film que je conseille parce que c'est parlant par l'image et sans sur le côté moralisateur ou avec le discours. Enfin là, s'il y a un discours, c'est plutôt que nous qui pouvons interpréter par rapport aux images. Par exemple, on parle des grandes industries, mais on les voit pas, ils sont un peu en ouvert, et on voit que finalement c'est un peu l'auto-entrepreneuriat qui coince, parce qu'ils sont ces jeux, ils peuvent produire ou pas ce qu'ils veulent, mais ça leur permet pas de vivre, et c'est ce qui se développe de plus en plus, donc avec plus de protection sociale. Enfin, dire en Chine au niveau d'users, est-ce qu'il y en a vraiment une? Ça se discute aussi, mais il y a plusieurs thèmes c'est un film qui est complexe à analyser et qui est à revoir. J'y réfléchis encore moi-même. Pas de suite, parce que... faut digérer. Très bien. Du coup, tu recommandes Argent en mer. On va du coup passer à notre troisième film, du coup. Quatrième. Le bonhomme de neige, bande-annonce. Tu peux envoyer. A woman vanished last night. We just found the body.
footprints. And the head is missing. He calls himself the Snowman Killer. He's completely insane. Keep the front door open. I'm thinking that he's going after women that he disapproves of. What's that cheeky grinning? Come on down. The only thing we know for sure is that he's playing games with us. We need a way to lure him out. Be careful. We don't know what we're dealing with. He's been watching us the whole time. Building snowmen, cutting things up into little pieces. He's taunting us. If we don't find him, this is never going to stop. Another missing woman. There's something we're not seeing. What matters most is that we celebrate the way this has brought us together. Anyone can see that he's trying to hide something. You can't force the pieces to fit. You could have saved them. No? Gave you all the clues. Le bonhomme de neige de Thomas Alfredson, Harry Hall, joué par Michael Fassbender, est un homme alcoolique, seul, cynique et en proie à la dépression. Néanmoins, c'est un brillant détective. La mystérieuse disparition d'une victime lors des premières neiges d'hiver mènera Harry et sa nouvelle collègue, Rebecca Ferguson, à enquêter sur une dizaine de cas similaires non élucidés. En suivant les pistes, les deux enquêteurs feront face à une obscure machination. Donc c'est carrément l'actrice Rebecca Ferguson, quoi, qui est personnage dans ton film. Non, parce que tu dis Harry et tu dis Rebecca. Et sa nouvelle collègue, Rebecca Ferguson. Waouh, d'accord. Bon, je vais vous la faire courte mais rapide et longue. Oui, non, parce que je voulais commencer, non ? Mais vas-y. Le bonhomme de neige, grosse déception. On sent bien que Hollywood, ils se sont dit allez, on va faire un nouveau millénium, tu vois, un film de ce type-là dans un pays nordique et c'est pas terrible. Pourtant ça partait bien, hein, je veux dire, ça partait bien au niveau de la production. Il y a quand même Martin Scorsese et puis Thomas Alfredson, c'est un réalisateur de qualité, même si j'aime pas trop son frère films. aussi, je crois, qui a la prod, qui a réalisé Millennium 2 et 3. Oui, bah voilà. Et puis le casting, un joli casting, hein. Bon, tu l'as dit, Ferguson, Fassbender, et puis Val Kilmer, tout ça qui est sur le point de mourir du coup. Non, parce que vraiment Val Kilmer, la tête qu'il a, c'est un truc de fou. Ça faisait peine à voir. Mais à part ça, ouais. Jean d'Ormesson. Non mais il y a beaucoup de points négatifs, hein. À part la photo, la mise en scène et encore. La photo, elle est moyenne. Enfin, t'as trouvé qu'elle était moyenne. Mais je trouve qu'il y a peu de choses à sauver dans le film. Je sais pas si. Il y a très peu de choses, ça c'est clair. Michael Fassbender, je pense. Oh, mais même lui, non. Mais c'est pas sa faute. Mais déjà tout le monde parle anglais en Norvège. Et ça du coup. Et un anglais d'accent différent aussi. Ouais. Un peu anglais, voilà, vraiment anglais. L'autre qui est un peu plus américain, voilà. Et puis le film, il est risible au possible. C'est super ridicule. Juste la scène où le méchant meurt. Bon, je veux dire, tu l'as très bien dit pendant le film. Parce qu'on se faisait des commentaires pendant le film. Non, on dit pas qui c'est, mais toujours regarder droit devant soi. C'est quand même un spoil. De quoi ? Que le méchant meurt, c'est quand même énorme. Bon. Franchement, on s'en fout de ce film, j'ai envie de dire. Oui, mais bon, le méchant, c'est effectivement, on ne recommande pas le film. Je sais pas si autour du. Non, mais quand même. Mais c'est bon. Le méchant, c'est Johnny Hallyday dans le film. Même avant de voir le film, c'est vrai qu'on avait vu plein d'articles qui défonçaient le film. Ouais, qui défonçaient le film, ouais. Mais je te dis, il y a un potentiel en fait, mais qui est pas. Il y a eu des retakes, je crois, qui ont été faites et tout, dans le dos de Alfredson, mais même sans ça, je pense que le film
il est pas terrible direct. Je veux dire, il a un problème, ce réalisateur. Et c'est vraiment ces intrigues, 15 000 personnages où on comprend rien, où il nous perd sans jamais nous retrouver. Tu vois, c'était déjà ça dans la taupe. Et que j'avais pas aimé. Ah ouais, mais c'est pas possible pour ce cinéaste. À un moment, il faut que, je sais pas, il y a des films labyrinthiques qui fonctionnent très bien, tu vois, où t'as plusieurs personnages. Parce que t'as la scène où on t'explique. Et là, là, tu l'as pas tellement, cette scène-là. Non, mais c'est pas ça, mais parce qu'il y en a qui le font avec plus de talent, alors que lui, il te perd, mais juste pour te perdre, j'ai l'impression. Et puis, c'est un mix de 15 000 histoires différentes, je comprends pas. Comme de par hasard, l'enquêteur connaît le père de machin, qui a un rapport avec la Norvège, c'est tout petit, le médecin. Non, mais c'est 15 000 histoires. C'est 15 000 histoires mixées. C'est pas ? C'est pas l'Islande non plus. Non, mais même, c'était une blague. Oui, mais j'ai compris. C'était drôle. Ah non, et puis voir des bonhommes de neige toutes les 5 minutes avec la musique de Baltrami, là, super marquée, genre au violon. Ça, c'était bien drôle. De toute façon, je savais qu'il y avait un bonhomme de neige sans regarder le film, parce que toutes les 5 minutes, il y avait Raphaël qui se marrait, en fait. Oui, voilà. Dès qu'il y avait un bonhomme de neige à l'écran. Non, mais c'est vrai, même le mythe du bonhomme de neige, il n'est pas... C'est pas iconique, enfin le bonhomme de neige, c'est pas la représentation du tueur en série, enfin je sais pas, mais j'ai du mal à faire le lien, entre le bonhomme de neige et tout de suite le côté stressant, le côté thriller du meurtre. Mais je pense que c'était juste pour faire un genre de style. Oui, mais ça marche pas. Mais oui, non, ça marche pas du coup. Mais ils se sont dit, on a eu les clowns, bah pourquoi pas les bonhommes de neige, voilà. Bon, c'est ça, allez, c'est bonne soirée. un peu intriguant. Voilà. Je trouve que vous êtes méchant quand même. Il y a certains trucs à retirer du film quand même. Tout début, moi j'ai trouvé ça intéressant. Alors, moi déjà, je trouve que les paysages. Au revoir Simon. Je trouve les paysages fantastiquement bien filmés en fait. Enfin, cet univers, ces forêts blanches. Enfin, je trouve la Norvège très très bien filmée. Moi, c'est un pays qui m'attire beaucoup, donc je trouve ça super bien. Et je trouve que la mise en scène, je la trouve sympa. La réalisation au départ, les sortes de travelling derrière qui sortent des vitres, des fenêtres, les grands plans en grue, les plans en drone. Moi, je trouve la réalisation sympa, la mise en scène. Mais après, ouais, c'est vraiment le scénario. Comme l'a dit Simon, il y a trop de personnages. À un moment donné, je me suis perdu, j'ai rien compris. Je me suis assoupi aussi tellement c'était compliqué. Et ouais, et c'était et aussi donc Michael Fassbender qui joue l'enquêteur, donc il est vraiment super fort. Donc il va regarder un objet, et puis 5 secondes après il va tilt dans sa tête, il va direct trouver à qui c'est, il va. Et à un moment, alors que c'est évident, par contre il pense pas du tout. Ouais. Et après non, un truc aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est l'objet de torture du serial killer que je trouve intéressant. Je trouve que j'avais jamais vu cet objet-là pour tuer les gens, quoi. Je trouve ça. C'est un peu un artifice, je trouve. C'est plus pour. Ouais, moi aussi je trouve. Pour le visuel. Pour le visuel. Surtout que c'est pas très cohérent avec le personnage, du coup, je trouve, parce qu'il pourrait clairement les tuer autrement. Il y a une partie en fait de ce qu'il fait qui est en cohérence. Une partie, mais du coup, il pourrait vraiment s'en servir jusqu'au bout. De toute façon, les raisons des meurtres et du fait que ce personnage soit un tueur en série, ça ne marche pas. Il y en a, mais bon, c'est vrai que c'est un peu. Ça marche pas du tout. J'ai eu le problème dans mon enfance. Du coup, attends, j'ai tué des gens. C'est bateau. Oui, mais c'est genre une vengeance. C'est comme si je m'étais pris un ballon de foot dans la tête et du coup j'ai tué tous les gens qui jouent au foot parce que je me suis pris un ballon de foot dans la tête. C'est un peu ça, tu vois. Enfin, c'est un petit peu bêta, quoi. Et après, donc les acteurs, j'ai envie de dire, même Michael Fassbender ne veut pas le sauver, mais c'est pas leur faute en fait, je trouve. Enfin, ils essaient, un peu comme dans Tout nous sépare. Je trouve qu'ils essaient de faire quelque chose, mais le scénario est tellement c'est vrai. Qu'ils ne peuvent pas. C'est un peu le tout nous sépare du thriller. Wow. J'ai un peu travaillé le mots avec Gaël, du coup. C'est vrai qu'il manque mon univers là. Oui, un truc super sympa, mais du coup je trouve sympa aussi qu'on voit que des têtes connues en fait. Genre, Val Kilmer, c'est sympa, Val Kilmer. Pour le reconnaître déjà. Charles Et puis il y a J.K. Simon. Ah oui, j'ai rien compris. Est-ce qu'on peut m'expliquer l'histoire avec J.K. Simon? Non, mais il n'y a rien à comprendre. Ça va rien, c'est une piste pour nous emmener sur. C'est une piste, mais nulle. C'est une chose critique de la société. Il est directeur d'une grande agence. C'est un philanthrope, un riche philanthrope qui est sous couvert de donner de l'argent. En fait, c'est un pervers sexuel. Et qui organise donc les prochains JO. Et un truc aussi qui est original, mais du coup ça ne marche pas. En général, quand un des personnages principaux d'un film meurt, normalement tu t'attardes un peu dessus. C'est exactement ça. Mais et là, donc ça n'a là, aucun t'as sens. donc, si j'ai pas de bêtises, c'est Rebecca Ferguson. Oui, c'est ça. Du coup, je ne sais pas. Commence pas. C'est pas grave. On ne recommande pas. Donc Rebecca Ferguson meurt, et donc
On s'en fout. Ah mais Non, exactement. mais on comprend même pas qu'elle meurt en fait. Moi j'avais pas compris qu'elle était morte jusqu'à ce que. Mais moi j'ai on la un voit bug plus, parce en que fait. c'est tellement bizarre Quand comme même, le film. genre, en mode- quand elle meurt, et puis on hop, meurt. Oui, allez, on s'en fout. on s'en fout Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc mauvais. Lisa, on t'a pas tellement entendu Oh, sur faut pas le bonhomme de neige. m'entendre longtemps. Le synopsis, c'est parti du synopsis, ça ne me plaisait pas du tout. Pour moi, c'était un énième synopsis voilà, que j'avais lu dans plein de pays. Pourtant, je suis une aficionados des Magnifiquement thrillers. bien écrit par Raphaël, le synopsis. Le résumé. Résumé. Oui, vas-y, continue. Et du coup, non, je n'ai rien à dire. Voilà. 1h30 d'ennui, bon, voilà, rien. Je n'ai C'est rien qu'une à heure et dire. demie Ouais. Ah, ok, moi je pensais que c'était genre n'importe quoi, il 2 dure heures 1h50 ou n'importe quoi. Ouais, il me semble que ça Ah, fait ok, plus parce une que moi, heure. je me dis ça. Il dure 1h50. Ça paraissait encore plus long, je trouve. Ah oui, il dure quasiment 2 heures. Oui. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était. J'ai ressenti 1h30, donc c'est plutôt le côté positif. Voilà. Finalement. Mais ça aurait été un bon fou rire. Mais moi, je tiens à préciser aussi, comme il faut que je précise puisque je suis là pour ça. Pareil, encore une fois, il y a un problème féministe. Mais oui, ça. mais en même temps, là, c'était vraiment, c'était tellement conventionnel, quoi, le rôle de chacun. C'est ça. Je veux dire, l'homme qui était genre solitaire, mais on sait même pas pourquoi il est alcoolique. En plus, on voit même pas qu'il est alcoolique. En fait, il on a un voit rapport quelque chose qu'il est alcoolique. mais oui, mais il y a un rapport voilà comme ça, il est très indépendant. Il a pas besoin il a pas besoin de femme et d'enfants pour vivre. Et la femme, par contre, qui protège son enfant, et l'homme qui va sauver cette femme qui protège son enfant. Et c'est encore une femme qui est une plein de trucs comme victime, ça. Oui, voilà. Femme victime, femme qui meurt, femme sexy pour pouvoir faire son job alors que Ouais, c'est non, ça. enfin, Mais en c'est gros c'était exactement hyper ça. Qui se fait avoir, conventionnel et Pour ça, c'est revu de cliché, chez revu, quoi. ouais, voilà. Donc, On ne conseille pas. On ne conseille pas. À ouais. part si vous voulez rire pour la fin. C'est vrai que c'est une production qui surfait un peu sur les adaptations des romans noirs scandinaves. Et donc voilà, pas une réussite. On passe donc au 5e film. Le brio. Le brio de Yvan Attal, bande annonce. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. Typique? Typique de quoi, exactement? C'est du racisme, vous n'avez pas le droit. T'as complètement pété les plombs, Pierre. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne? Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence. Eh mais moi, je veux rien du tout de vous. Hein. Mon salut est entre les mains de Neyla Salah. Va mourir. Ça s'est bien passé? C'est trop un raciste. Fatima! Comment vous m'avez appelé, là? Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe? Vous savez quoi? Je vous aime pas. Non mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Ouais, c'est bien, ça. Exercice pratique. Ami Romain, prêtez-moi l'oreille! Tu m'as bien eu avec ton histoire, toi. Toi, tu deviens la star de la fac et lui, il a le droit de continuer à être un gros raciste. Je comprends pas, là. T'es son amende honorable. Oui! Il s'est servi de toi, mais tu t'es pas servi de lui toi aussi? Je me suis pas rendu compte que j'étais pas à ma place. Moi, la meuf que j'ai rencontrée, elle abandonne pas comme ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je veux vous entendre. Je veux que votre voix résonne. Je jure de dire la vérité, même si je mens comme je respire. Je sais qu'un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Mettez-vous ce stylo dans la bouche comme ça et articulez. Comme ça va, c'est halal. Là, c'est une provocation. Le brio de Yvan Attal. Neyla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neyla au prestigieux concours d'éloquence. À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin. Encore faut-il qu'ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés. Donc c'est un film dans lequel on retrouve Daniel Auteuil et Camélia Jordana à l'affiche. Gaëlle, qu'as-tu pensé du brio? On commence par du négatif alors. Vas-y. Désolée. Alors déjà, le film lui-même, je trouve qu'il est vraiment pas marquant. Enfin, il a rien de spécial en fait. Je trouve que la structure du scénario est pas top. Ça avance bizarrement. Le montage n'est pas top. Les images ne sont pas top. Même le jeu de Camélia Jordana, même si pourtant j'adore à la base la chanteuse, voilà. Là, je n'ai pas trouvé non plus top du coup. Non. De quoi? Non. Voilà. Non, je lui dis non.
Et du coup, donc rien de spécialement bien. Et en plus, le scénario est un peu cliché comme ça. Une jeune femme qui est un peu perdue, puis l'homme qui va l'aider à s'en sortir. Mais en même temps, elle se dit non, c'est pas possible. Et oui, bon, enfin, voilà. Et alors, j'ai mis longtemps à me décider pour savoir si je trouvais ça ou non raciste, du coup, comme c'est censé parler de ça, je pense. Et j'ai fini par me décider. Ou non, c'est-à-dire le personnage de Pierre Mazars, c'est lui. Non, pas si raciste. le personnage je me suis pas. Enfin, ça, c'est pas grave, je trouve, de pas le savoir, si le film ou non l'est. Oui. Alors, au début, je me suis dit, bon, ça va peut-être pas. Après, pendant le film. Après, à la fin du film, j'ai été très déçue par le fait qu'on voit, du coup, même s'il est précisé dans le film, qu'on voit Camilla Jordana avec les cheveux lissés, parce que pour moi, c'était un symbole, mais très fort de son, comment dire, de sa différence, de sa non-différence à ce moment-là, en gros, dans le milieu de son conformisme. Uniformisation. Voilà, surtout que j'avais vu un documentaire très intéressant sur ça qui s'appelle Good Hair, que je conseille à tout le monde, et qui montre bien à quel point c'est très important en fait, une coupe de cheveux et comment changer ses cheveux si on est d'une origine qui issue de la diversité. C'est ça. Et du coup, pareil, en fait, tout à l'heure, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, tout le long, ok, c'est critiquer les blagues, etc., que fait le professeur. Mais en fait, le problème, c'est que c'est à la fin que c'est plus... Enfin, pour moi, en gros, à la fin, ils ont validé finalement ces blagues en lui donnant un éclat de générosité, enfin, je sais pas comment dire, mais un éclat à la fin, en gros, il paraît gentil, on va dire, au nom du film. Et pour moi, c'était une erreur parce qu'en fait, justement, s'il faut punir ça, il faut le punir jusqu'au bout, en fait. Et il n'y a pas de cette personne, finalement, est-ce qu'elle le pensait, comme il y a une ambiguïté sur si elle le pensait ou pas ça, en fait, c'était une erreur pour moi de lui dire c'est bon, on te pardonne, parce qu'en fait, le film, dans la diégèse, il est pardonné. Et pour moi, c'est essentiel sur le fait qu'on lui a pardonné ça et on lui a dit. Pour moi, le film dit à la fin, effectivement, en fait, il faut des blancs cultivés, riches, occidentaux, tout ce qui est le professeur pour éduquer des afros ou des minorités ou des femmes, ou en gros, tout ce qu'elle peut symboliser. Alors, moi, vas-y, si tu veux. Mais... J'ai eu Pardon. William, tout à l'heure tu reprendras. Mais j'ai eu un peu le même avis que toi là-dessus, c'est que j'ai ressenti un peu je me suis demandé pendant tout le film, mais pourquoi Neyla au début, donc Camélia Jordana, pourquoi elle était motivée à rester avec Pierre, qui est clairement un connard. Enfin, on comprend dès le début qu'il dit des phrases qu'il devrait pas et tout, et on comprend pas. Et en fait, à la fin, la morale un peu de l'histoire, c'est qu'elle a eu raison de rester avec, de suivre donc le connard jusqu'au bout en fait. Et le truc, c'est qu'au début, c'est ça. Au début, j'ai pas très bien saisi, je comprenais pas la motivation de Neyla parce que il lui disait pas tu vas réussir, tu vas aller jusqu'au bout. Il lui disait suis-moi, je vais t'apprendre comment on fait. Et finalement, je comprends pas trop le choix de Neyla de rester. Ça va pas avec le personnage qui est assez vif et qui répond au quart de tour et qui reste donc et qui est motivé pour rester jusqu'au bout avec le personnage. William. Justement, c'est pour répondre à la question que tu te poses, c'est justement deux personnages qui partent d'un point qui vont au final arriver dans un point totalement différent. Donc, moi, la fin, tu dis qu'on l'excuse. Pour moi, on l'excuse absolument pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'il a changé. J'ai l'impression qu'il n'est plus mais quel est le signe de ça ? Si on le voyait, ça me... Ok, mais quel est le signe ? Donc il risque quand même une radiation. Et pour une sorte d'amitié qui est née entre Camélia Jordana et Daniel Auteuil, il va quitter l'entretien pour lui dire merci tout d'abord. Et pour continuer à discuter. Ils partent juste en discutant et en se taillant au départ, et puis ils partent sur ça. Donc ça veut dire, je m'en fous je peux perdre mon boulot, je m'en fous, mais c'est plus important de continuer à avoir cette relation d'amitié avec elle. Donc ça oui, mais par contre, en quoi il est excusable pour autant ? Je dis pas qu'il est excusable, je dis que le personnage, pour moi, à la fin du film, j'ai compris qu'il ne l'était plus, qu'il avait changé de point de vue sur le fait qu'il était raciste. Pour moi, il n'est plus réellement raciste à la fin. Je trouve personnellement. Et moi là, ok, il faut en parler des polémiques racistes. Moi, je m'en fous honnêtement. Moi, j'ai jugé le film sur le film en soi. Moi, qu'il soit raciste ou pas raciste, je m'en fous. Mais c'est quand même un film sur le racisme, donc faut quand même. Oui, non, mais il aurait pas été montré s'il était raciste tout bonnement, je pense honnêtement.
Le film, tu veux dire? Oui, je pense. Ah bah attends, t'as vu tous les films qui sont racistes et qui sont montrés? Il y a plein qui passent. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quand même, c'est l'exemple. Mais là, c'est pas une enfin, ça se vend pas sur la comédie, ça se veut un peu plus peut-être sérieux mais je pense sur le que thème. le but est vraiment pour moi de casser les clichés. Mais le seul problème, c'est que la fin pour moi valide le fait qu'il ait dit tout ça et beaucoup aussi la coupe de cheveux, comme j'ai dit, ces deux choses là comme ça, ça m'a vraiment perturbé quoi. Je suis pas, moi je suis pas trop d'accord. Non. Marie. Alors moi je suis assez d'accord avec Gaëlle sur ce qu'elle a dit et en plus moi j'ai noté le manque de cohérence de ce film. Je sais pas si c'est le montage ou si c'est le scénario, mais il y a énormément d'arcs narratifs qui sont pas exploités ou très peu exploités. La relation avec sa mère, apparemment elle a une relation un peu compliquée avec sa mère, on n'en parle pas du tout. Elle fait quand même sortir son petit copain par le balcon, par le salon, machin et tout. On parle il n'y a justement pas de relation parce qu'elle est trop absente, du coup elles n'ont pas de relation réelle. Mais pourquoi le cacher? Pourquoi le cacher? Parce qu'elles sont c'est une comment dire, dans le comment le dire sans forcément. Et c'est vrai qu'on comprend pas parce on comprend pas parce qu'elle paraît très ouverte. Je sais pas, mais nous on est d'éducation. Surtout qu'elles ont. Non, mais elle paraît super ouverte. Oui, et puis elles ont l'air de se marrer au début et tout va bien. Elle paraît, mais. Quand même, elle dit c'est bon, j'ai besoin d'hommes et tout. La scène avec Mounir où elle le fait sortir. Mais dans les familles maghrébines ou l'islam, le rapport avec dans les familles musulmanes, le rapport avec l'être charnel, il est. Oui, d'accord, mais là la femme clairement montre bien que c'est pas du tout son cas de suivre ça. Elle est contre cette tradition quand elle parle à sa mère à elle, enfin la grand-mère du coup de Camilla Jordana. Elle nous montre bien que ça lui pose pas de problème, donc c'est vrai que ça paraît absurde et en plus elle le fait partir, mais après elle reste vraiment 5 minutes avec lui. Elle parle fort dans le couloir. Donc en fait il y a pas du tout de cohérence dans cette scène, mais même la relation avec son petit copain à la fin on sait plus trop s'ils sont ensemble, pas ensemble, s'ils s'aiment bien ou pas. Son camarade de classe on dirait qu'il y a une espèce de flirt. Au final, pas du tout. Il lui dit un truc, elle commence à s'énerver, elle part, elle rate son concours. On a l'impression que le concours, c'est vraiment le sujet du film. Et au final, à la fin, ça passe vraiment à côté. Et en fait, tout converge vers le conseil de discipline de Daniel Auteuil. Alors que là-bas, c'était pas important. Faut croire. Alors qu'à la base, c'était pas du tout le sujet du film. Tout le long, on la suit faire son concours. Et tout converge vers ça au final. Je trouve que du coup, la fin, elle tombe à plat, quoi. Tout le sujet du film tombe à plat. Pour revenir sur les clichés, t'aurais pas trouvé ça plus cliché qu'au final justement Camilla Jordana se mette avec son demi-flirt du. Enfin, genre, donc la musulmane de base de mais Cité. Elle est pas musulmane. Si, elle est musulmane. Dans le film, elle est musulmane. Elle est musulmane. Elle le revendique. Ah oui, elle est musulmane. Elle n'est pas. Mais non, parce que du coup, j'ai pas. Enfin, si je dis pas de bêtises, je connais pas Camilla Jordana personnellement. Non, parce qu'il essaye de faire comprendre, Yvan Attal, clairement que l'éducation de sa grand-mère n'est pas celle de sa mère, c'est-à-dire. C'est 3 générations. Non, mais elle lui dit, je t'ai pas éduqué comme ça, pour les chaussettes machin. Et tu comprends qu'avec ça, il y avait pas l'éducation religieuse qui a suivi. Et du coup, pas forcément. C'est comme ça que tu prends un paquet plus un paquet. Ah non, mais même par rapport à ce qu'elle dit la femme, en gros, sinon ça irait pas avec la religion musulmane. Par rapport au fait qu'elle soit très libre, etc. T'as des musulmans qui font des choses qui sont interdites dans la religion musulmane. Oui, bien sûr, ça. C'est comme pour les cathos, toutes les religions sont pareilles. C'est juste que là, en fait. Mais du coup, on la catégorise pas comme musulmane. T'es musulmane pratiquante ou non? Mais là, est-ce qu'on le dit à une seule fois? Mais non, mais c'est pas le propos du film, parce que voilà. Mais du coup, pourquoi tu dis la musulmane alors qu'elle est pas catégorisée comme musulmane? Non, mais si, dans l'école, si, c'est l'arabe musulmane qui a. Mais oui, de banlieue. C'est la seule personne qu'on fait chier à montrer sa carte d'étudiant. Mais c'est plus pour le côté juste, elle est arabe. C'est plus parce qu'elle est maghrébine que parce que. Oui, bon, d'accord. Non, mais c'est juste. D'ailleurs, Camilla Jordana n'est pas maghrébine. Mais pour revenir sur les clichés, est-ce que ça aurait été pas plus cliché de dire donc l'arabe qui est musulmane, qui fait donc une école de droit et qui veut réussir et qui donc intègre un milieu qui est généralement élitiste, blanc et catholique en général et masculin, et ben donc elle découvre ce domaine-là et du coup elle va se dire je vais mettre avec un petit blanc. Et ben non, elle reste quand même à ses valeurs. Mais c'est pas mon propos, je dis juste que ni son personnage à lui ni le personnage de Mounir n'est développé. Moi j'aurais trouvé ça cliché de. Ah non, mais j'ai pas dit non plus que le film était au bout des clichés. Il était là genre c'est pas révoltant, mais c'est juste que je trouve que c'est un rien. Moi je trouve que ça sert à rien. En gros c'est ambigu et la fin est un peu trop tournée vers pour moi la possibilité que en fait la solution c'est d'être quand même blanc, un homme blanc, riche, etc. En gros, j'ai l'impression que c'est un peu la solution quand même. J'aurais préféré que la solution soit autre, en fait, c'est tout. C'est pas que le film est entièrement. Le film, pas sur ça. Le film se termine du coup sur la coupe de cheveux. Sur elle qui fait ses cheveux et qui. Vraiment, en plus de dos, etc. On voit son brushing encore plus marqué que quand elle est avec le jeune, etc. Mais moi, tu vois, j'ai pas. Enfin, ok, je l'entends et je comprends comment tu peux le concevoir, le fait
des cheveux donc lissés. Mais moi j'ai pas gardé ça, je suis resté sur le fait que comment dire. Donc le personnage qu'elle est en train d'aider, le petit bandit là en gros, il ne conçoit et il n'écoute que ce qu'elle dit que quand elle parle en arabe en fait. Tu vois, et du coup tu comprends que pour les, donc je ne fais pas d'amalgame bien sûr, mais les nouvelles générations ont les nouvelles générations de pays étrangers, donc pas forcément que les Maghrébins, hein, mais ils ont un problème à s'intégrer avec la culture française. Ils prennent le positif, mais à la fois ils rejettent le négatif. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si tu rejettes le négatif, c'est normal, non? Oui. Mais non, mais je veux dire, je voulais dire le contraire. Ils prennent le positif et non, c'est ça que je veux dire. Ils prennent le négatif et rejettent le positif. Non, mais c'est totalement con ce que je Je pense qu'il y a des trucs, c'est une réalité qu'en gros ça marche mieux si t'es. Enfin, en gros, plus tu ressembles à une personne, plus t'as envie de. Lui faire plaisir ou enfin atteindre son. Enfin, ce qu'elle veut. Et même en général, moi, je sais que si une jeune femme me parle blanche, etc., enfin, je serais forcément plus influencée parce qu'elle me ressemble. Mais pour autant. Pour moi c'est vraiment pas le discours entre les deux qui gêne, puisque ça je pense que c'est assez vraisemblable, mais c'est vraiment plus sa coupe de cheveux. Après par contre il y a des trucs pas du tout vraisemblables, c'est dans la cité quand il y a des jeunes qui sont vraiment débiles profonds. Oui, c'est ça quand même. Le mec qui joue le loup-garou quand même, c'est pas possible ça. Non, même quand il s'exprime, j'avoue que c'est horrible. Mais après c'est cliché, mais il faut aussi dire que ça arrive. Oui, mais dans ce cas tu montres les deux. De quoi? Je sais pas, parce que je parlerai après. C'est très bizarre. Non, mais c'est cliché, ça arrive aussi. Mais... Pour moi, j'ai pas du tout vu le même film que vous. Donc moi, je suis issue de la diversité. Du coup, j'étais comme ce que tu as signalé, le fait de pouvoir avoir pas des modèles, j'ai pas de modèle, mais plus des figures qui te ressemblent physiquement. Je reviens sur les petits trucs que je vais oublier, mais qui font pas partie de mon ressenti avec le film. Sur les cheveux, moi, je l'ai fait. Plus jeune, à essayer d'avoir des cheveux moins afro et moins typés, même si je suis même pas arabe, je suis sicilienne brésilienne. Mais c'est vrai que oui, mes cheveux, je les assumais pas. Parce que j'avais le package et on me disait ça l'arabe plus facilement, même quand je les avais rédits, mais dans ma tête. Je me disais, je vais ressembler à ce que j'aime et ce qui m'entoure, donc les blancs, vu que je suis élevée par une famille toute blanche. Et donc voilà, c'est mon seul truc. Donc ça, les cheveux, oui, je comprends qu'elle est lisse, pour moi, ça fait partie du décor et du décor donc, du Panthéon. Ça fait partie aussi de sa fonction d'avocate. En fait, pour moi, les cheveux lissés, dans ce cas-là, en plus j'en viens parce que j'ai fait des stages au Palais et j'ai été étudiante là où elle est, en droit. Donc oui, c'est toutes les chemises blanches, les petites chaussures vernis noires, tout ça qui va avec. Donc quand mon mentor me faisait des suggestions, je les prenais pas comme je dois lisser mon côté issu de la diversité. En plus, j'ai vécu dans les deux pôles, donc le 17e, très aristo, et le 93. Donc c'est vrai que pour moi, le coup de la banlieue, comme vous l'avez vu comme un cliché, moi j'ai trouvé très gentil. Au contraire, je n'ai pas retrouvé la banlieue, celle dans laquelle j'ai mes clichés, et parce que ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu au travers des médias, et puis ce que maintenant j'ai, puisque je n'y suis plus. Donc pour moi, je me suis dit, bon, c'est pas vraiment ce que je vois ils sont gentils, quoi. Ils me font pas... Moi, dans certaines banlieues, j'avais très très peur de rentrer dans certaines cités. Et en plus, là, c'est Créteil, donc après, ça parle peut-être à ceux qui connaissent la Courneuve ou Créteil, mais moi, ça m'a parlé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça va, tranquille. Donc moi, pour revenir à ma critique, j'ai 5 minutes. Vas-y, vite fait. Ok. Donc je suis très contente par rapport à Yvan Attal, Mazel Tov, parce que ces derniers films, j'étais pas très emballée. T'as vu comment il s'appelle Ils sont partis. Non, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'était pas. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est l'antisémitisme vu par. C'était par qui? une comédie. Ouais. Hein, vous avez un mot qui revient souvent dans vos émissions, c'est malaisant. Ouais. Alors moi j'étais gênée, alors là c'était très très mal à l'aise. Le sketch avec Danny Boone, sur le fait qu'ils soient pas riches et que les juifs sont. Ah non, il n'y a rien de sketch, c'était pas un sketch. Enfin, c'était un film à sketch. Ouais, mais je l'ai pas vécu comme ça, pas du tout. Et même voilà, et donc je m'attendais à rien, sauf que je m'attendais plus à est-ce que ça va être un film compliqué, parce qu'une robeuse, parce qu'ils vont encore me sortir la fille de banlieue qui arrive. En plus, la chanteuse, elle, c'est marrant, elle est issue de la diversité, mais c'est une enfant un peu comme moi, elle est issue des bobos. Donc elle n'a pas vécu la banlieue et tout ça. Donc je trouvais ça très intéressant justement de prendre une actrice qui n'a pas vécu ça et qui a cette voix-là qui est totalement parisienne et très léchée, très littéraire,
j'aime beaucoup. Bref, pour moi, je vais revenir sur un point qui fait que je n'ai pas du tout vu le film comme vous. Il n'est pas raciste. Au contraire, il est dans son travail en fait de faire évoluer ses étudiants. Il le précise aussi dans le film, c'est pas un spoil. Il a sa tête de turc, c'était un petit blanc bobo l'an passé. Donc il n'est pas raciste. Et pour moi, quand tu n'es pas, ce que je pratique, c'est que comme je ne suis pas raciste, enfin, a priori non, je n'ai aucun souci à dire moi je dis Renoir, j'aime pas dire black, donc je dis Renoir, ça me fait penser à la peinture, Renoir et tout, et comme c'est pas une couleur, je trouve ça rigolo, donc je dis Renoir. Quand je dis un Renoir, tu m'emmerdes, sans avoir peur de passer pour une raciste, pour moi c'est que je suis dans une vraie relation. Quand je veux dire à une blanche, je sais pas... Babtou. Ouais, Babtou fragile. Mais il n'y a que ça comme insulte. Pour moi, c'est pas une insulte, c'est. Blanc, Babtou. Hein. Ouais, mais c'est léger. Et puis il n'y a pas de connotation d'extermination derrière. Ouais, mais d'un côté, j'ai envie de te dire, moi, blanc, alors si je dis un rebeu ou un black nègre ou rebeu, ça va passer moins bien. Que moi, parce que je suis métisse, tu rigoles quoi. Si moi tu me dis Babtou, je vais faire ok, tu vois. Ça dépend, mais ça dépend des gens. Après ça dépend des gens. Moi, merci Raphaël, ça dépend des gens. Tu vois, mais ouais, en même temps, tu t'en fous parce que aussi vraiment on n'insulte pas les blancs, donc forcément, ça va pas te toucher. Tu vas dire surtout oh mon Dieu, je suis victime de racisme. Mais c'est surtout que ça n'a pas la même connotation historique et la même souffrance. Quand tu dis ça, c'est l'extermination. Quand tu dis ça noir, c'est l'esclavagisme. Quel que tu veux sur les blancs, on n'a jamais tenté d'exterminer des gens qu'il était blanc. Des femmes qui sont blanches, oui, on a essayé de s'en débarrasser, des hommes, mais juste parce que t'es blanc, ça n'est pas arrivé encore dans l'histoire, et heureusement, et j'espère que jamais ça n'arrivera. On va passer... Qu'est-ce qu'il y a, Marie ? Non, juste Simon me demande de dire que l'âge de Camilla Jordana n'est pas raccord avec son âge dans le film, donc c'est incohérent. Oui, voilà. Je sais pas si le message... moi, ça m'a vraiment sorti du film quand elle le redit. Mais ça se voit vraiment là pour le coup. Non, ça passe. Ah si. Quoi ? Voilà, le film, le personnage n'est pas raciste. Et alors, tu peux pas être à la fac quand t'as 50 plus ? Mais non, elle dit qu'elle a 18 ans. 18 ans, voilà. Ça, bon, non, mais il y a plein de films qui le font. Si on fait ça pour chaque film... c'est pas parce qu'il y a plein de films qui le font que c'est vraiment pas... Ça te sort du film. Moi, je trouve que ça me sort du film. Moi, ça m'a pas sorti du film. À un moment, quand elle a dit son âge, je vais oh putain, c'est vrai. Oh là là, c'est trop bizarre. Ouais. Enfin, physiquement, c'était pas... Enfin, je sais pas, ça m'a pas... Quand même, elle fait bien plus vieille, je trouve. Bon. Non, les seuls racistes qui sont dans le film, ce sont au début les étudiants. C'est plus eux qui... Vous auriez dû le voir, ça. Eux, ils avaient des propos très racistes. Tout l'amphi. Et Pierre Mazard est pas... Mais ils applaudissent pas justement contre ce qu'il dit. C'est très mitigé. Mais ça dépend, parce que les étudiants... Il y en a qui n'ont pas, comme vous, qui n'ont pas compris. On reste pas sur chaque étudiant. Oui, donc le film aussi fait suite, on va dire, à Voix haute, le documentaire sur concours d'éloquence. Ouais, sur le concours d'éloquence, qui était... Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, qui était non, magnifique. Mais j'aurais voulu le voir. C'était vraiment exceptionnel. Et donc on suivait une classe, là aussi c'était avec des étudiants issus de la diversité et pas forcément en plus je crois d'Assas ou de grandes universités, c'était un peu mixte, c'était vraiment de toutes les facultés. Donc on va passer au quiz de Marie et Gaël. Quel est ce savant, messieurs? Oui, savant de Marseille. Répéter la question. Oui, non. Oui. Oui, Frédéric, je ne sais pas. Quel est le prénom de Le quiz de Cinémascope. L'arrivée sur le plateau, évidemment, de Justine et de Florent. Bonsoir. Bonsoir. Les nouveaux joueurs, des bonnes équipes. Allez, on-y. C'est très ennuyeux. Alors... Du coup, Gaël, notre quiz, tu veux annoncer le titre? C'est le... Allez. Coco Quiz. Attends, je l'avais vu, ça. Chut. Alors du coup, pour les équipes, on aura d'un côté Raph et William, et de l'autre Lisa, Justine et Florent. Vas-y, oui. Tout va bien? Lisa s'en va. Ah bon bah non, dommage. On souhaite un joyeux anniversaire à Lisa d'ailleurs. Ouais, bon anniversaire Lisa. Avant qu'elle parte. Donc on aura d'un côté Raph et William et de l'autre Justine et Florent du coup. Oui. Vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas, ça va très très bien se passer puisqu'aujourd'hui on a un quiz spécial Pixar entièrement dédié à William bien sûr. On pense à lui. Ça va bien se passer. Ça va.
Est-ce que tout fonctionne ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Alors on commence par la musique de film. Dans quelle œuvre a-t-on pu entendre cette chanson ? Là-haut. Non. C'est pas dans là-haut. Non. On est d'accord, c'est un Pixar, du coup. C'est entièrement Pixar. C'est un quiz spécial Pixar. Non. C'est Mille et une pattes. Non, c'est pas Pixar. Toujours pas. Toujours pas. C'est Si, horrible. Récent, par récent. Ah, Wall-E. Oui, c'est Oui, Wall-E. c'est vrai. Donc La vie en rose, Oui. célèbre musique d'Edith Piaf, interprétée cette fois par Louis Armstrong dans Wall-E d'Andrew Stanton, lors de la rencontre entre le petit robot et son équivalent amélioré Eve. On passe à la question du jour. Alors que Pixar avait déclaré vouloir stopper la production des suites pendant un temps, plusieurs numéros 2, ou numéro 3, ou numéro 4, selon le film, ont été programmés. Parmi ces personnages, lesquels n'ont pas prévu de revenir sur les écrans, pour lesquels il n'y aura pas de suite du coup. Premier choix, Joy et sa troupe d'émotions, Sully et Bob Razowski, La famille indestructible, Andy et Buzz l'éclair ou Flash McQueen. Est-ce que vous voulez que je vous les répète ? Un numéro, enfin, du coup, plus qu'un numéro 2 pour certains. Pour certains, exactement. Ok. Mais il y a un seul personnage ou plusieurs personnages qui n'ont pas prévu de revenir à l'écran. Entre Joy et sa troupe d'émotions, Sully et Bob Razowski, La famille indestructible, Andy et Buzz l'éclair ou Flash McQueen. Lequel ne reviendra pas au cinéma. Ne reviendra pas. Je dirais. Non, peut-être. Ah oui, mais toi, t'as pas vu. Peut-être. Je sais pas. Ça me semble bizarre qu'il fasse une salle Upside. Oui, voilà. J'oublie le nom du. Alors, est-ce qu'on a des réponses du côté de Florent et Justine ? Oui. Oui, Dites-nous. on va dire Bob et Sully, de Monstres et compagnie. Pour vous, Bob et Sully ne reviendront pas au cinéma ? Oui. D'accord. Et pour vous, Raphaël et William ? Les émotions. Joy et les émotions, je sais pas quoi. Eh bien, Joy et sa troupe d'émotions, une suite avait été prévue. Pour l'instant, elle est en suspens, mais elle n'a pas été démentie. Donc, ce n'est pas eu. Pour La famille indestructible, les Indestructibles 2 va bientôt arriver sur nos écrans. Ouais. Andy et Buzz l'éclair, Toy Story 4 va aussi arriver en 2019. Sully et Bob Razowski, Monstres et compagnie 3 est en préparation avec une boue adolescente et un projet de série pour la plateforme en streaming de Disney qui va sortir aussi. C'est Flash McQueen qui ne reviendra pas, Ah ouais. pas de Cars 4 à l'horizon. Oh non. Ça porte tellement Attends, d'argent. Il y en a déjà 3, tout va bien. Donc, personne n'a de point pour l'instant, je suis désolée. Alors, en Mais si, or on a ou en un zéro. bois. Il a trouvé Wall-E. Pour cette question Ah. Oui. Donc, il faut trouver le faux ou le... Enfin, c'est faux ou vrai pour les propositions. Après 18 années à la première place du classement, Toy Story de John Lasseter n'est plus le film le mieux noté de tous les temps. Vrai ou faux ? Sur quoi ? Sur le ciné ? On Le précise. mieux de tous les temps. Le mieux noté. Mais On ne noté. précise pas. On ne précise pas. Toy Story de John Lasseter. Est-il le film le mieux noté de tous les temps ? Après 18 années. Sur le ciné. On ne précisera pas sur. Rotten Tomatoes, c'est peut-être sur quoi ? Je crois qu'il y a un truc. Je sais pas suivi moi. C'est non. C'est faux pour toi ? Attends. Après 18 années, à la première place du classement, Toy Story de John Lasseter n'est plus le film le mieux noté de tous les temps. Ah non, c'est vrai du coup. C'est vrai. Disons vrai. Ça a changé depuis une semaine, c'est un nouveau film qui est de. Vas-y. D'une Mais ça me semble bizarre que ce soit lui en. Je sais plus le film, il va bientôt sortir, c'est avec d'une Alors, ancienne tu parles actrice de qui Lady Bird de Greta Gerwig. C'est ça. Effectivement, elle a remplacé le meilleur film de tous les temps. Elle est devenue meilleur film de tous les temps grâce à ce film. Mais celui qui était à la première place était Toy Story 2 et non pas Toy Story. Donc c'était faux, bien évidemment. La filouterie du quiz. J'avais quand même raison, du coup. De côté, non ? C'était pas Toy Story la première place à la base. Attends, mais c'est logique. Et Toy c'est Story bien 1, sûr c'est pas le meilleur. sur le site Rotten Tomatoes qui recense des critiques de films publiés par les internautes. Donc Lady Bird de Greta Gerwig a détrôné Toy Story 2 qui était à la première place depuis 18 années maintenant. Et ce film concourra aux Oscars 2018. Oh, mais il y a combien de notes ? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Oui. Tu vois ? Écoute Raphaël, Ok, non, t'as perdu, c'est tout. Ok. Allez, deuxième info. Le comportement inconvenant de John Lasseter, créateur du studio Pixar, a entraîné la démission de Rashida Jones, scénariste de Toy Story 4. Je vois pas le. Rashida Dati, oui, Rashida Jones. Non, moi je dirais non, c'est bien. On dit non, William ? Je te suis, on dit non. Faux pour l'équipe de Raph. D'ailleurs, chef d'équipe, on a Raph et Flo. Hein. Ok. C'est très sexiste ça, pourquoi tu me donnes pas Justine ? Parce que j'ai pris les deux extrémités de la table. Bon, on va dire vrai, du coup, en opposition. Allez. On va tenter. Alors Gaël. C'était faux. Ouais. Malgré
Oui, malgré les rumeurs, la principale intéressée explique que son départ est dû à des différends philosophiques. Troisième info, Samuel L. Jackson a accepté de doubler le personnage de Frozone dans Les Indestructibles 2, réalisé par Brad Bird. Et qui sortira bientôt. Vrai ou faux? Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Bah, je crois que dans le premier, c'était un hommage à comment il s'appelle j'ai oublié le nom. Avec Je crois que Frozone, on est d'accord, c'est le mec qui fait de la glace. Ouais, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. En hommage à... Putain, comment il s'appelle? James Brown. Non, ça On sait m'énerve. pas à quoi tu penses, Raphaël. Mais ça m'énerve, j'arrive pas à mettre le mot sur ce film, ça m'énerve. Bon, il nous faut des réponses là. Oui, c'est vrai, je dirais vrai. Chez Florent et Justine. Bah, on dit faux, hein. Yes. Eh bien, c'était vrai, mais de toute façon, c'était déjà lui dans le premier volet, de toute façon. Hein, donc bon. Mais c'est que des blagues. Mais c'était en hommage au... Bon bref, je trouve le film parce que ça m'énerve. 58 minutes pour vivre. Pour mourir. Je ne sais pas. Donc, quatrième proposition. Le film Coco de Lee Heinrich et Adrián Molina a été rebaptisé Viva au Brésil. En effet, le terme coco étant trop proche du mot portugais coco, signifiant merde. Je pense que J'ai envie de te dire, on a 3 points d'avance, c'est ce qu'on sent. Bon, on dirait faux. Faut pas se reposer sur ses lauriers comme ça, oui. Ça, c'est le problème de ma scolarité, ça. je dirais. J'ai peur de prendre. Vas-y, dis-le toi, moi je peux pas. Non, dis faux. Je pense que c'est vrai, tu vois. Ah merde. Eh bien, finalement, c'était vrai. Ah merde. C'est vrai. Bravo à Justine et Florent qui marquent leur premier point de la soirée. On est à 3 contre 1 du coup. On passe au qui suis-je? Je suis née un 11 septembre dans une petite ville du Montana. J'étudie à la California Institute of Arts, de laquelle je sors diplômée. Anna Montana? Je débute dans le doublage d'animation en 1979 pour Doctor of Doom, le second court-métrage de Tim Burton. Je réalise mon premier film d'animation à l'âge de 13 ans et suis remarqué par Milt Kahl, l'un des pionniers des studios Disney dont je deviens le protégé. Pete Docter? Non. J'ai perdu. Je réalise un épisode des Histoires Fantastiques produite par Steven Spielberg et plusieurs épisodes des Simpsons. Je me lie d'amitié pendant mes études avec un certain John Lasseter. J'ai fait partie de l'équipe d'animation de Rox et Rookie en 1981, ce qui fut ma première expérience dans le genre. Non. Je réalise mon premier long métrage d'animation en 99. Oui, absolument. Brad Bird. Pas mal. Ça à la main. Réalisateur des Indestructibles et du très prochain Indestructible 2. De Mission Impossible. Mettant en scène les gens de fer, hein, finalement. Oui. Bravo. C'est vrai. On Super passe... film d'ailleurs. Oui. On passe au qui a quand dit. tu prends le micro, Gal. Oui, on n'a pas besoin de tes remarques. Gênant. Qui a dit? Malaise. Il y a énormément de talents chez Pixar et nous restons d'immenses fans de leurs films. Ils sont toutefois porteurs d'une culture où les femmes et les gens de couleur ne bénéficient pas du même poids créatif. Nous incitons Pixar à montrer l'exemple en soutenant, recrutant et promouvant des leaders et protagonistes féminins plus divers. Ce faisant, nous espérons encourager tous ceux qui ont eu le sentiment que leurs voix ne sont pas entendues et leur donner de la force. Directeur de Disney? Gaël Chiantin? Non plus. Ça aurait pu, mais non. C'est ça, j'allais le dire, exactement. John Simon Lasseter. Baishou? Non, pas John Lasseter, non. Mais non, forcément. C'est Forcément pas non. facile. Et puis bon, c'est, on on attaque. Kennedy, celle qui gère le. Non, absolument pas. Emma Watson? Toujours pas. Est-ce que tu peux relire la phrase, s'il te Absolument. plaît, Marie? Il y a énormément de talents chez Pixar et nous restons d'immenses fans de leurs films. Ils sont toutefois porteurs d'une culture où les femmes et les gens de couleur ne bénéficient pas du même poids créatif. Nous incitons Pixar à montrer l'exemple en soutenant, recrutant et promouvant des leaders et protagonistes féminins plus divers. Ce faisant, nous espérons encourager tous ceux qui ont eu le sentiment que leurs voix ne sont pas entendues et leur donner de la force. Shame. Non, c'est une blague femme de couleur là. Merci, oui. Écoute, je ne sais pas. Bon, un indice, on a parlé de cette personne précédemment dans le quiz. Brad Bird. Il n'y a pas très longtemps. Non. Axel Molina. Non. C'est Adrienne déjà. Et non. Cette personne dans le quiz. Tim Burton. Non. Brad Bird? J'ai dit. C'est peut-être pas un homme, hein. Ah bah. Oh. Qu'a-t-on dit? Ah là là. Ah non mais ils n'ont pas de mémoire. plus d'indices. Mais oui. Bah, cette jeune femme a quitté les studios Pixar, enfin quitté en tout cas Toy Story 4 pour cette raison-là. Ah, Rashida Jones. Oui, absolument. Ah oui. Pas mal. Alors, Rashida Jones, donc justement à propos de son départ du projet Toy Story 4 qu'elle co-scénarisait avec Will McCormack, ce dernier a également quitté le projet. Ouais, même raison. Alonso.
Donc, qui c'est celle-là? À quel film appartient ce personnage? Princesse Atta. Mille et une pattes. C'était complètement direct. Oui. J'avais quand même 3 indices de prévu car Simon avait trouvé cette question beaucoup trop difficile. Tu l'as maté combien de fois? Oula, des centaines et des centaines de fois. Mille et une fois. Merci. C'est drôle. Donc, j'en ai marre de ce micro. Tiens-le. Une réplique, un film. De quel film provient cette réplique? Toy Story. Madame, monsieur. Non. Ah, voilà. Oui, Florent l'a dit plus vite. La remontada. Sorry. Tellement génial ce film. Donc c'est Russell, interprété par Jordan Nagai, le personnage scout de Lao, réalisé par Pete Docter et Bob Peterson, lors de sa rencontre avec le personnage de Carl Fredricksen, interprété par Edward Astor. On passe à Merci le Québec si je vous dis sans dessus-dessous. Vice versa. Absolument. Bravo Justine. Rapidité, c'est dingue. Intelligence surtout. Bravo. Ça va de plus en plus vite, c'est beau. Mais on aurait dû garder ce titre, il est génial, moi je trouve. En français. Non. Si. On passe à la recette parfaite. Mais tu te vice versa. Enfin bref. Bon, Raphaël. Alors, j'ai un attribut physique en commun avec Daniel Radcliffe, interprétant Ignatius Martin Perriche dans un film fantastique. J'ai les cheveux de Léa Seydoux dans La vie d'Adèle d'Abdelatif Keshish. J'aime pas les enfants, comme Roman Polanski. J'ai la voix de John Goodman. Je crie souvent comme Shrek dans le film éponyme réalisé par Andrew Adamson et Vicky Johnson. Je suis doux comme Gizmo dans Les Gremlins de Joe Dante. J'ai le prénom de l'acteur qui joue le con du fameux dîner. Sully. Oui, absolument. Jacques Sullivan, alias Travail Sully d'équipe. pour les intimes, co-personnage principal du Pixar Monstre et compagnie de Pig Doctor, ainsi que du film Monstre Academy de Dan Scanton. Bien joué. C'était évident. Et ils vous ont rattrapé, hein, Raphaël, William, vous êtes à 4 points contre Bleu 6 poilu points pour Florent et C'est Justine. parce qu'on est sport. On aime bien mettre un peu de. Voilà. Bien sûr. On va passer au pas tourné. Parmi ces réalisateurs, un seul a eu la chance de réaliser plusieurs films pour Pixar. Lequel? Brian Fee, Lian Krish, Peterson, Dan Scanton, Mark Andrews. Brenda Chapman. Parmi tous ces réalisateurs et réalisatrices, lequel a réalisé plusieurs films pour Pixar? Selon vous? Et selon la vérité. Lian Krish. On peut vous les répéter. Vas-y. Brian Fee, Lian Krish, Peterson, Dan Scanton, Mark Andrews, Brenda Chapman. Je suis sûr, il y a une filouterie encore. Je sais pas, j'ai le mot filouterie en tête. Bon, je sais pas. Moi, C'est un joli mot, j'aime bien. De quoi? C'est un joli mot. C'est vraiment une question basique. Je vois pas pourquoi vous hésitez là. Lian Krish, il me semble. Hein. Ouais, j'aurais dit Lian Krish aussi, mais. Lian Krish des deux côtés. Mhm. Gaël, est-ce que tu peux nous donner la réponse? Eh bien, ceci est vrai. Avec 4 films au compteur qui sont Monstre ici, Le Monde de Nemo, Toy Story 3 et Coco. Compagnie. Bravo. Brian Fee avait réalisé Cars 3, Peterson Voyage d'Arlo, Dan Scanton Monstre Academy et Mark Andrews et Brenda Chapman ont co-réalisé Rebelle. On passe au résumé raté. Alors, nous démarrons avec un personnage masculin, âge moyen, dont la vie est assez coolos et plutôt ambitieuse. Il aime la compétition et a la chance d'être plutôt fortiche dans sa passion. Mais dans la vie, on n'a pas... Merci. Eh ben, c'était encore d'une rapidité extrême pour Justine, c'est Cars. Encore une question de talent aussi. Ouais. Alors, je finis mon résumé parce que quand même je l'ai écrit, donc... Désolée. Mais dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut et c'est bien le problème. Notre personnage se retrouve seul sur une route désertique et doit alors se débrouiller pour trouver de l'aide et arriver à temps à son championnat. Heureusement, il tombe sur d'autres personnages bien fun qui, eux, vivent une vie plutôt tranquille. Le protagoniste les méprise un peu au début. Forcément, ils sont campagnards, mais ils ne viennent pas des Vosges. Alors que lui, c'est le meilleur, le plus fort, le plus rapide. Même s'il ne gagne pas sa compétition, heureusement, tout se passe bien pour notre héros des temps modernes de Rouge Vitu, et ce dernier décide de s'installer dans le village qu'il a accueilli, roulant ainsi encore comme ça pendant 2 épisodes. Donc Cars de John Lasseter, encore racontant les aventures de Flash McQueen et de ses amis et coéquipiers. Bravo, vraiment, j'admire cette rapidité. On passe à la musique de film. Dans quel film pouvons-nous entendre cette musique? Rebelle. Oui, absolument. Donc de Mark Andrews, Brenda Chapman, dont on oublie trop souvent que la production est signée Pixar. Bien joué. Vrai. Eh bien, on va passer à la dernière épreuve de notre quiz, le Duel Time, en sachant qu'on a une équipe avec Raphaël et William à 5 points et une équipe avec Florent et Justine à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 points. Ah bah. Donc en partant de là,
On mise. Il va falloir miser des toi, points sur votre chef d'équipe. Alors Raphaël et Florent sont chefs d'équipe, je répète. Mais 6. 6. Parce que de toute façon. Sachant que si vous voulez savoir sur quoi porte la question porte sur les costumes. Les costumes? Oui. Ah, vas-y. 6, allez. Les costumes. Donc chez Raphaël et William, ça mise 6 points. Vous misez le tout pour le tout. Ah oui. Et chez Florent et Justine. Ah, c'est un gros débat. Gros Justine, débat. tu mises combien de points sur Florent? Je suis nulle pour comprendre les règles, alors s'il me dit que je dois choisir. Je dis. Mais 2. Je dis 4. 4 points. De toute façon, vous êtes largement en avance sur eux, hein, je tiens à vous le préciser. C'est tout simple, en fait, si vous gagnez, vous gagnez. Et si Oui, on. voilà. C'est bon. La question, Gaëlle. La question. Ce micro est décidément chiant. Pour quel long métrage de Pixar a été créée la plus complexe garde-robe pour un film en images de synthèse? Ratatouille de Brad Bird, Le voyage d'Arlo de Peterson, Le monde de Nemo d'Andrew Stanton et Lee Unkrich, Le monde de Dory d'Andrew Stanton, Toy Story 3 de Lee Unkrich, Les Indestructibles 2 de Brad Bird. Je peux répéter à votre guise. Je me souviens de tous les costumes de Pixar. Attends. Indestructible 2, on l'a pas vu, donc bon, ça va être pas tellement. Mais. Je veux dire ça. Ok. Pour toi, Florent? Est-ce que tu peux répéter? Évidemment. Merci. Je vais juste dire les noms des films. Oui. Ratatouille, Le voyage d'Arlo, Le monde de Nemo, Le monde de Dory, Toy Story 3, Les Indestructibles 2. Bah, moi j'aurais dit Toy Story 3, mais... Tu le dis ou tu le dis pas? Je le dis. Tu le dis, clairement. Il est joueur. Alors, ce n'est pas Le voyage d'Arlo. Non, mais il a pas. T'as répondu? Si, Les Indestructibles. Ce n'est pas Le monde de Nemo. Ce n'est pas Le monde de Dory. Puisque tous ces films sont avec des animaux souvent nus. Souvent nus. Ça n'aide pas. Mais par contre, c'est un film avec un animal. Ratatouille. Et oui, Ratatouille de Brad Bird avec près de 190 costumes différents créés dans l'univers parisien du fameux rat. Ils sont quand même contents. On arrive à 5 points chez Florent et Justine, il y a moins 1 point pour Raphaël et William. Ouais, mais c'était bien tenté, bien tenté. Prise de risque. Prise de risque. Comme ça que on salue. C'était beau. Évidemment. C'était un très beau duel. Marie et Gaëlle pour ce quiz de qualité. Évidemment, merci Justine et Florent d'avoir participé à l'émission. William aussi. On a salué aussi Stan et Simon, putain, je confonds les noms. Et Elisa qui sont partis beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Johnny, on t'aime. Exactement. On salue aussi Arnaud à la technique, évidemment. Nous, on va se quitter donc à la façon de Coco avec un regard plutôt original sur la mort. Un regard que les Doors avaient sur Jim Morrison quand il a rendu l'âme en lui faisant la plus belle des offrandes, un album conçu sans lui, mais sur lequel ils ont ajouté des enregistrements de Jim Morrison lisant ses poèmes. Il aurait 74 ans dans 2 jours. Voici Ghost Song des Doors. À la semaine prochaine. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Choose, they croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up in dances.
skin scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.